Hello, bonjour à tous, bonjour et bienvenue chez moi. Je suis chez moi, voilà, on s'en fiche. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Swazik et vous pouvez me retrouver sur le pseudonyme Lirbi sur les différents réseaux sociaux que je vais mettre quelque part là, si je trouve de la place, dans mon bazar. Alors, je vais regarder, je crois que ça fait 2 mois que je n'ai pas tourné d'épisodes où je parle de tricot, de couture, de broderie quand il y en a, de teinture, maintenant un petit peu. Je voulais revenir plus vite et puis en fin de compte, c'est un peu le bazar en ce moment. Je m'installe, hein, voilà. En fait, que vous le sachiez ou pas, pendant le confinement et le confinement qui n'a pas changé grand chose pour nous, on était dans la maison de campagne de ma belle-mère qui est à 20 minutes à peu près de Lyon, là où j'habite. Et en fait, depuis, l'école a repris pour 2 semaines et après c'était les vacances. Et en fait, on n'arrête pas de faire des allers-retours entre la maison de campagne et notre appartement à Lyon. Suivant les besoins de crèche, d'école, on n'a plus d'école, de départ en train pour les vacances ou pas. Et donc j'ai des affaires dans la maison de campagne, j'ai des affaires ici, cousues et tricotées. Hein. J'ai jamais tout ce qu'il faut sous la main, donc à chaque fois je me disais ah tiens je pourrais tourner un podcast là maintenant. Ah bah non il me manque tel projet que je voudrais vraiment montrer. Et puis surtout j'ai beaucoup cousu depuis le confinement, beaucoup. J'ai pas du tout montré tout ce que j'ai cousu sur Instagram. Et au début je me disais ah oui mais je vais montrer des choses que j'ai même pas montré sur Instagram, ou j'ai montré juste un bout puis en fin de compte je l'ai fini puis je la porte depuis 1 mois parce qu'il y a un gros décalage en fin de compte entre ce que je publie et ce que je fais, parce que j'ai pas toujours le temps de prendre des photos, de poster et puis de voilà, la vie passe. Et ça me dérangeait. Puis un jour je me suis dit bon bah zut, les podcasts et Instagram c'est 2 choses différentes, c'est pas grave si je suis pas à jour parfait entre les deux. Et puis j'ai dit aussi zut, une 2e fois, je vais quand même tourner avec ce que j'ai sous la main, même s'il me manque les 3/4 des projets et même s'il me manque plein de choses. Ça fera un point à l'instant T, à l'endroit E où je suis. Et puis bah, le reste on verra une prochaine fois. Donc ça va être un joyeux bazar, comme d'habitude j'ai envie de dire. Et voilà, c'était l'introduction. Wouh! Bon, j'espère que je parle pas trop vite. Donc là je suis dans mon appartement à Lyon, j'ai des choses que j'avais emmenées dans mes valises, d'autres que j'avais laissées ici, et puis voilà. Et puis demain je pars à Dunkerque récupérer mes 2 grands qui étaient depuis 10 jours, ensuite on rentre, on va dans la maison de campagne de ma belle-mère, ensuite on revient, on repart, on revient, on repart, on part en Bretagne, on revient, et ce sera la rentrée, oui. On sent la mère de famille au bord de l'épuisement depuis qu'elle a ses enfants non-stop avec elle depuis début mars. Bref, on s'en fiche, on n'est pas là pour parler de ça. On va commencer par le tricot parce que c'est la partie un peu la plus structurée on va dire, parce que j'ai pas beaucoup tricoté. Bizarrement, ouais, j'ai brodé. J'ai même fini un projet que je n'ai pas là, qui est dans la maison de campagne. Et je n'ai même pas mis la photo de l'encours sur Instagram, il faudrait que je le fasse, parce que j'ai une photo qui date d'il y a 3 mois au moins, où je prends des... Vous allez tous avoir des photos de mes encours. En général, je les prépare même, j'ai un couteau moustique, même sur Instagram en brouillon. Et le jour où j'ai envie, je fais pas un grand planning de mes publications Instagram comme font certaines. Et certains, c'est un peu au jour le jour, comme j'ai envie. Tiens, en fait, ça fait 4 jours, 1 semaine que j'ai pas posté, il faudrait peut-être que je m'y mette. Je pioche dans mes brouillons, et puis voilà, j'essaie d'alterner le tricot, la couture, les projets en cours, les projets finis, la broderie. Et voilà, donc j'ai une broderie finie depuis 2 mois. La photo de l'encours depuis 2 mois et demi, il faudra un jour que je la poste quand même sur Instagram, mais je ne l'ai pas. Voilà, on s'en fiche, je parle de choses que je n'ai pas. Le tricot, oui, donc je disais ça parce que je n'avais pas décidé de tourner aujourd'hui, là j'ai un créneau et le prochain sera je ne sais quand, donc c'est pour ça, c'est un peu le bazar. Le tricot, je n'en fais pas beaucoup. Le soir, en fait, dans la maison de campagne, j'ai installé ma machine à coudre dans une pièce très loin des chambres, donc je couds le soir en fin de compte. Et les rares fois où je suis ici avec la machine à coudre, je l'ai mise dans la cuisine. Comme ça je peux coudre pendant les siestes et le soir quand les enfants sont couchés. Et en fait ça me change la vie. Je pensais que je n'aimais pas coudre le soir. Et en fait j'aime beaucoup. Je regarde des vidéos, des podcasts, des séries et je couds en même temps. Ce qui explique en fait que je tricote beaucoup moins. Et puis c'est l'été, on couche les enfants très tard parce qu'on est
pas du tout à cheval sur les horaires. Là, pendant 10 jours, on n'avait que le petit avec nous. Le pauvre, heureusement qu'il n'est pas enfant unique, d'habitude ce serait une cata. On le couchait à peu près vers 21h30. Après le lendemain matin il se réveillait vers 9h, 9h30, donc on est pas mal. Donc le temps qu'on mange, parce que je ne mange pas avec lui, avec mon mari, on prend l'apéro en général pendant qu'il mange. Ouais, bon bref, on s'en fiche. Donc je couds beaucoup le soir et donc je tricote très peu. Et alors j'ai eu un projet qui m'a beaucoup plu, que j'ai tricoté très vite. Et depuis, j'ai rien fait pendant pas mal de temps. Là, j'en ai commencé un autre qui me plaît moyen. Je pense que je vais le défaire. Bon, bref, c'est un peu le bazar. Donc, le projet qui m'a beaucoup plu, je vous l'ai déjà montré sur Instagram en plus. Je m'en avais déjà parlé, je crois, dans l'ancien podcast. C'est un pull. Un pull qui a donc le dos plus long que le devant et qui est entièrement ouvrable sur les côtés. Voilà. Un pull poncho à manches longues. Oui, sinon c'est pas drôle. Voilà. Et avec un sort de petit col cheminé qui remonte pas mal. Donc ce pull, il vient du Voulez-vous, tome 1. J'ai vu que je crois qu'ils sont en train de faire les tests pour le tome 2, c'est génial. C'est le pull chardon de Nalle. Alors on dit nail, non, on dit Nalle, mais je préfère nail, Nalle. Donc c'est le pull chardon de Nalle que j'ai modifié. En fait, je sais plus ce que je vous ai dit la dernière fois. Ce pull, j'avais flashé sur un pull de Rory Locatelli qui s'appelle le Dark Cloud Pullover, avec mon super accent, voilà. Mais donc qui est entièrement ouvert là sur les côtés, le devant plus court que le dos, qui me rappelait un peu un pull que j'ai acheté dans le commerce et que je porte beaucoup l'hiver. Mais il était en grosse laine, Deka ou Aran, et je tricote pas la grosse laine, j'en ai même pas dans mon stash, un tout petit peu. Et c'est toujours, surtout, tout le pull est en point mousse, et je me dis de la grosse laine et du point mousse, ça va se détendre, ça va pas se tenir. Et j'ai dit bon, est-ce que je le fais quand même en fingering, en adaptant l'échantillon, mais en fait non, le point mousse ne me plaisait pas. Et le jour où j'ai reçu le Voulez-vous et que j'ai vu ce pull, j'ai dit ok, je vais faire ce pull là avec le principe du Dark Cloud Pullover entièrement ouvert sur les côtés. Voilà, c'était ici. Et puis je savais que j'allais le faire dans cette laine là, qui est le coloris jeans de Le Chat qui tricote. Je sais pas si j'ai l'étiquette. Oups, qu'est-ce qui passe? Il y a des pelotes qui s'échappent de mon sac à projet. Alors je sais pas si je vous en ai déjà parlé, c'est Apollonie, mais j'ai dû vous en parler. Oh, je sais plus ce que je dis. Apollonie, qui est une lyonnaise. Vive le gang des lyonnaises. Qui a fait ça en box de Noël avec The Woolly Scale, une lyonnaise. Vive le gang des lyonnaises. C'est le pins qui était dans la box de Noël que je n'ai jamais enlevé de son carton. J'aime pas les pins. Est-ce que je l'ai là? Ah oui, le Chat qui tricote jeans. Donc en fait c'est Grimouton Solène qui l'avait acheté. Quand elle l'a acheté, je sais pas, 2 ans, je dis oh, c'est trop beau, il faudra que j'achète la même couleur. Et puis bah elle a revendu. En fait je vais régulièrement me servir dans ses réserves. Donc je lui rachète très régulièrement des échos. C'est mon magasin de laine préféré. On a exactement les mêmes goûts. Et puis comme elle en a beaucoup, régulièrement elle l'en vide pour en remettre. Et donc je vais piocher dans ses tiroirs. J'aime bien. Bref, donc je savais que j'avais cette laine depuis pas très longtemps. 1 an peut-être, je crois que je vous l'avais présentée dans un podcast. Et je savais que j'allais faire. Je trouvais que ça allait très bien matcher ensemble. Et en effet, je trouve que c'est une laine qu'on appelle semi-solide, donc qui est unie, c'est la même teinte par rapport à ce genre-là, vous voyez. Oui, je vous parlerai après de cette petite merveille. Ou celle-là. Je vous ai dit, ça allait être n'importe quoi aujourd'hui. Donc on dit semi-solide parce qu'elle n'est pas entièrement unie comme d'autres laines, comme ça. Donc ça c'est solide, uni. Mais voilà, et je trouve que le jersey envers, parce que c'est du jersey envers, se prête vraiment très très bien aux laines semi-solides. Parce que sur le jersey endroit, c'est joli aussi, hein, mais je trouve qu'on voit plus les rayures que sur le jersey envers. Non, c'est pareil. Moi je trouve que je préfère le semi-solide sur du jersey envers.
Bref. Donc, la laine, c'est bon. Le pull, c'est bon. Alors, quand même, quand j'ai vu le dessin technique, vous voyez, les épaules, elles tombent. Voilà, merci. Là, elle tombe ici. Donc, je me suis dit, là, dans cette section-là, on va avoir des agrandissements. Enfin, on va augmenter, des augmentations, je vais y arriver. Et puis en fait non, il n'y en a pas, donc je trouve ça un peu bizarre, ils auraient dû la faire. Enfin, c'était pour montrer que l'épaule était tombante, j'imagine, mais bon. Voilà donc, qu'est-ce qu'elle raconte cette chère Nale? J'avais pas le bon échantillon, mais en fait, sur les photos, elle le porte... on voit qu'il est ajusté quand même au niveau des épaules, de la poitrine, mais on a l'impression qu'il est un peu large. Hein, vous voyez, il a l'épaule qui est là et tout. Et les rares tricots faits sur Instagram, il y en a vraiment peu. Je suis pas allée voir sur Ravelry, j'y vais plus du tout. Ils n'ont pas de version mobile en fait, Ravelry. Alors, je ne dis pas qu'il faut absolument avoir des versions responsives, hein, donc le site reconnaît sur quel appareil vous naviguez, avec quel appareil vous naviguez, et adapte son site suivant l'appareil. Donc entre un ordinateur, une tablette, une phablette, un portable de différentes tailles, il adapte le site. Je travaille un petit peu là-dedans avec mon mari, voilà. Donc ils n'ont pas de site responsive. Un petit peu, enfin, c'est un petit peu responsive, c'est-à-dire qu'il adapte la page d'accueil à la largeur de l'écran, mais c'est pas mobile. Quoique la nouvelle version, j'ai l'impression, est un petit peu mieux. Donc je ne vais plus sur Ravelry. Et sur Instagram, il y en a très peu qui l'ont réalisé. D'ailleurs, j'ai genre aucune photo des tests. Pourtant, il a été testé, je pense. Et elles disent toutes qu'en fait, il est taille petit et serré. Donc pour un bulle qui se veut un peu boîte, un peu boxy et qui est présenté un peu large sur le modèle, mais pas au niveau des épaules, mais au niveau du corps. Modèle qui est absolument canon d'ailleurs, voilà. Et en plus, l'échantillon étant de 24 mailles, sachant que je tricote serré, que je fais en général du 26 mailles, j'ai tricoté je ne sais plus quelle taille. Vous êtes content de le savoir? En fait, j'ai fait un micmac absolu. Je sais plus. Mais j'ai dû tricoter une taille au-dessus, je pense, que prévu. J'aurais peut-être dû faire la 36. Parce que le tour de poitrine 94. Ah non, c'est mes mesures du projet fini. Je ne sais plus. Alors, ce pull, on va essayer d'en parler un peu. Il se tricote en rond depuis le bas et on remonte. Sauf que c'est du jersey en vert et que les motifs se font sur du jersey en vert. Parce que c'est des torsades et des mailles glissées. Le motif est dingue, dingue, dingue. Franchement, quand je suis arrivée à la fin, j'avais encore envie de le faire, quoi. Donc on a une torsade, une maille glissée. Donc au début vous mettez des marqueurs parce que vous n'avez pas trop de repères, puis bon après 10 rangs c'est fini quoi. Des petites torsades là qui se font sans aiguille auxiliaire et des mailles glissées. Donc tricoter en rond avec les motifs sur du jersey en vert, c'est-à-dire que vous tricotez tout le temps en jersey en vert. Logique, puisque le jersey qu'on tricote en rond, on fait toujours le même rang. Donc si vous faites du jersey en droit, vous faites que du jersey en droit. Faites du jersey en vert, vous faites que du jersey en vert. Et là, on ne pouvait pas faire du jersey en droit parce que le diagramme, les motifs sont expliqués sur du jersey en vert. Mais, on va y voir pourquoi je dis ça. Si j'avais dû tricoter en rond, ça m'aurait un peu gavé quand même de faire que du jersey en vert. Parce que je suis très lente et pas du tout régulière dans mon jersey en vert. Et comme vous voyez, en fait, j'ai tricoté à plat. Donc j'ai tricoté mon devant jusqu'ici, enfin, tout mon devant en fait. Tout mon derrière. Et j'ai rabattu les épaules à 3 aiguilles. Parce qu'en fin de compte, je n'ai même pas relié au niveau des emmanchures parce que j'ai vraiment fait un... C'est les manches en fait qui relient le corps. Les deux parties du corps ensemble. Sinon, elles ne sont pas du tout reliées. Et donc ça m'a largement simplifié la vie de tricoter à plat. Donc j'ai tricoté à plat depuis le bas. Puisqu'en fait, j'ai tricoté du jersey normal, c'est-à-dire un rang envers, un rang en droit. Donc j'ai eu la moitié de rang en droit et la moitié de rang en vert. Donc juste un tout petit peu adapter les adaptations, adapter les explications, les instructions, puisqu'elle disait en gros motif sur le rang en vert, un rang en vert, motif sur le rang en vert. Donc moi je faisais motif sur le rang en vert, un rang en droit, motif sur le rang en vert.
c'est facile. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? En fait, je suis allée un peu à l'arrache, comme d'habitude, vous allez me dire. J'ai pris, en fait, au début de l'explication, donc elle dit de faire un montage tubulaire, parce que les côtes sont faites directement. Moi, non, parce que je voulais avoir vraiment, comme le pull de Rory Locatelli, les côtes en un seul morceau. Je sais pas si on verra mieux sur le devant. Voilà. Les côtes par dessous la manchure, tournent en bas, font tout le bas et elles remontent. Je voulais vraiment cet arrondi là dans les côtes et des côtes qui fassent tout le tour du pull. Je trouvais ça vraiment canon. Donc je n'ai pas fait les côtes, j'ai commencé directement sur le motif et j'ai pris son nombre de mailles que j'ai divisé par 2. Sauf qu'en fait, parce que quand je me suis arrivée en haut pour l'encolure, j'avais pas du tout le même nombre de mailles qu'elle. Parce qu'en fait le devant est plus petit que le dos. Voilà. Ouais, c'est pas grave, hein. J'ai bidouillé après, mais je pense que mes rangs raccourcis ne vont pas. Donc j'ai tricoté tout mon devant, tout droit. J'ai mis un marqueur à cet endroit-là, mais en fait ça sert à rien. J'ai à peu près mesuré, j'ai vu, ah bah tiens il me faut tant de centimètres, donc je continue, et après je suis arrivée ici, là, à ce niveau-là. Et après on fait des rangs raccourcis en fait pour créer l'arrondi. Et j'ai laissé en attente. En fait au début je pensais, j'ai pas trouvé le patron hyper clair, mais en même temps je l'ai pas beaucoup suivi donc c'est un peu abusé de ma part de dire ça, mais je pensais qu'on allait faire des rangs raccourcis pour faire la pente d'épaule. Et je comprenais pas, parce qu'on allait jusqu'au milieu et j'ai dû entièrement faire les rangs raccourcis du devant pour comprendre en fait que c'était des rangs raccourcis ici là, pour creuser le col. Mais je trouvais que c'était juste, voilà, peut-être que je vais relire, hein, c'est peut-être moi qui suis un peu nunuche. Parce que je ne... En fait il y a écrit encolure du devant gauche. Non mais c'est moi qui suis nunuche parce que c'est écrit la courbe de la ligne d'encolure est dessinée grâce à un travail de rang raccourci. Nunuche. En fait je sais pas, j'étais partie sur le fait que c'était la pente d'épaule, comme en fait comme dans Marie-Amélie Design. En fait c'est la pente d'épaule qu'elle dessine avec des rangs raccourcis, donc logiquement ça creuse l'encolure, alors que là elle a fait l'encolure en rang raccourci, donc logiquement ça fait une très légère pente d'épaule. Mais j'ai suivi les explications en bidouillant ma sauce parce que j'avais pas le même nombre de mailles et ça fonctionne et ça fait un très joli col. Donc une fois que je suis arrivée là-haut, voilà, très joli. J'ai mis en attente et j'ai refait pareil avec le dos. Petit gros fail en fait, quand j'ai eu fini le dos, j'ai rabattu à 3 aiguilles les épaules. D'ailleurs je sais pas trop pourquoi. Alors j'ai fait un choix, je vous raconterai mon fail après. En fait j'ai rabattu endroit contre endroit. Et donc j'ai la ligne de rabat là ici qui forme un bourrelet. Je l'ai fait exprès, c'était un choix esthétique de ma part. Non mais vraiment c'était pas une erreur de ma part. C'était un choix, voilà, je voulais. Et donc on a bien tout qui se retrouve là. Je trouve ça très joli. Juste là, je sais pas pourquoi j'ai un décalage. Mais en fait, non, c'était bien en face, j'ai le bon nombre de mailles. Bon, c'est juste la manière de rabattre. Hein. Non, je trouve ça très sympa. Donc je rabats toujours à 3 aiguilles. Parce que je trouve que ça solidifie un peu le tricot. J'aurais pu faire un grafting mais non. C'est plus simple de rabattre à 3 aiguilles. Et voilà l'autre côté. Et là j'ai un pâte à pouf parce que je fais toujours ma technique où je sépare le brin de laine, je le détorsade. Je fais ça avec mon ancienne pelote et ma nouvelle pelote. Je les relie avec ma salive et en frottant comme ça très fort. Et donc pendant 1 ou 2 cm, le brin est plus épais puisque j'ai les 2 épaisseurs. Alors ça tient nickel, j'ai aucun fil à rentrer à la fin. Et ça me fait des petites surépaisseurs comme là. Mais en fait j'ai décidé que je m'en fichais. Voilà. La flemme est toujours plus forte. Chez moi en tout cas. Et voilà. Et donc quand j'ai fait ça, je l'ai essayé quand même. Parce que je n'avais pas essayé depuis le début. Comme mon tricoté à plat, une boîte, et puis les côtés étaient pas du tout, il n'y avait pas les côtes, donc ça roulotait à mort à l'intérieur, et les côtés étaient largement ouverts, enfin tout était ouvert, c'était tenu que par ici, avec tout qui roulotait, les côtés et le bas. Et là je me suis quand même rendu compte que mon devant, que je voulais vraiment court, je voulais qu'il arrive au-dessus du nombril en fin de compte, pour pouvoir peut-être le porter avec des robes, était beaucoup trop long. En fait je m'étais vraiment plantée sur mes mesures. Et donc j'ai décidé de le détricoter par en bas, par mon rang de montage. Mais il faut jamais faire ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai passé une soirée, alors je crois qu'à l'époque on couchait nos enfants un peu plus tôt, de 22 h jusqu'à 3 ou 4 h du matin à détricoter. Et je devais faire maille par maille, parce
que quand vous détricotez depuis le haut, enfin depuis votre rang de rabattage, vous tirez et puis alors ça part, c'est super facile. Mais quand vous détricotez depuis le rang de montage, il faut repasser le fil comme il faut, le et tout. Et j'allais, non mais je sais pas pourquoi je fais ça. Et puis à la fin j'avais des kilomètres de fil que je voulais pas couper, parce que j'allais retricoter avec derrière. J'aurais dû couper en fin de compte. Oh, j'avais des kilomètres, et je tirais comme ça, comme ça. Je crois que je me suis couchée à 4h du matin. Je voulais vraiment le faire cette soirée-là parce que sinon je savais que j'allais poser le tricot dans un coin et plus jamais le reprendre. J'ai fait des jours. Et puis bien sûr, il y a les motifs. Donc c'était un groupe, c'était des torsades. Donc en fin de compte, heureusement j'ai réussi à récupérer plus ou moins. Ça se voit pas, puis bon, personne n'a mis dessus. Mais en fin de compte, les premiers rangs des torsades est vraiment moche. Alors j'ai fait ça en regardant The Last Kingdom ou Viking, je ne sais plus, c'était ma grande passion. Alors j'avais déjà vu The Last Kingdom, donc ce n'est pas le film avec Orlando Bloom et les Templiers qui est nul. C'est une série qui est sur Netflix qui parle de l'invasion viking en Angleterre, dans les îles anglo-saxonnes, je sais pas, enfin, après la chute de l'Empire romain, donc vraiment à la naissance. Et c'est The Last Kingdom parce qu'à l'époque c'était plein de royaumes différents et le dernier survivant contre les Vikings, le The Last Kingdom, c'est j'ai oublié son nom. Voilà, bien sûr, j'ai regardé 2 fois. C'est celui en fait ensuite qui va réussir à reconquérir tous les autres royaumes chopés par les Vikings et qui ensuite va fonder l'Angleterre. Donc en fait c'est très drôle parce que, alors les acteurs, le héros principal est plutôt pas mal, Uhtred, fils d'Uhtred, seigneur de Bebbanburg. Et ah non, c'est pas celui que je regardais Vikings. Donc voilà. La première saison est pas forcément, enfin c'est bien mais c'est pas dingue, alors plus ça va, plus les saisons sont top. Mon mari il écoutait d'une oreille le soir, il me disait ah purée c'est super bien les dialogues et tout machin. Et puis c'est vrai que en tant que catholique, en général quand on voit arriver des prêtres et tout dans les séries, on serre un peu les fesses, on a un peu les dents qui... Comment ils vont nous montrer le prêtre? Alors soit on a le prêtre qui a une vie totalement dissolue, tu te demandes pourquoi est-ce qu'il est encore prêtre, pourquoi est-ce qu'il est devenu prêtre. Soit on a le mec justement hyper allez vous fouetter Marie Chantal parce que vous avez osé dire bordel de Dieu. Voilà, on a vraiment les 2 extrêmes et c'est rare d'avoir une vision quand même assez normale, je dirais, de la religion et de la prêtrise. Et là, alors c'est les prêtres de 600 ou 700 ans après Jésus-Christ, donc c'est pas les prêtres de maintenant, qui avaient encore le droit de se marier, et puis c'était l'église de l'époque, mais ça avait vraiment une vision, je ne me suis pas sentie outrée dans ma foi et ma croyance en regardant cette série, ce qui est quand même assez rare. Mon mari qui est à fond là-dedans aussi, n'a jamais été choqué par ce que disait le prêtre, en sachant que c'était une vision ancienne de l'église. Mais voilà, le prêtre a un super rôle là-dedans. Il montre les excès de la religion comme il y en a eu partout, les déviances, les dérives, hein, mais de toute la société, j'ai envie de dire, de l'époque. Et voilà, donc si vous avez Netflix ou pas, The Last Kingdom, la série Viking sur les Vikings, est top. La dernière saison est sortie dernièrement. Et ce qui est très drôle, c'est que il y a aussi Viking qui est arrivé sur Netflix aussi, que j'ai regardé. D'ailleurs, je regardais Viking en défaisant ça. Et c'est très drôle. Alors j'ai adoré aussi la série, c'est vraiment le même style. Quoique un peu plus hollywoodien, je dirais Viking que The Last Kingdom. Quand on voit les coiffures des nanas, on me dit mais purée, vous avez vraiment du temps à perdre. Voilà. Donc en fait, si vous voulez regarder les deux, vous regardez d'abord Viking. Donc Viking c'est du point de vue des Vikings et The Last Kingdom c'est le point de vue des Anglo-Saxons. Donc Viking c'est comment les Vikings sont arrivés en Angleterre pour piller l'Angleterre. Donc c'est vraiment le début. Et puis au cours de la série, on voit le fils d'un roi. Ça m'énerve d'avoir oublié. Je vais essayer de retrouver le nom des royaumes, c'est quand même fou ça. Le fils d'un roi qui s'appelle Alfred. Et en fait ce qui est très drôle, puis on comprend qu'il aura un grand destin et tout. Mais dans The Last Kingdom, le roi qu'on suit, c'est Alfred. Donc en fait, si vous regardez Viking et The Last Kingdom, vous avez vraiment la continuité. Bon, après, il y a des nuances. Je suis pas sûre que la reconstitution historique soit vraiment fidèle dans les 2 séries.
Je sais que Viking, au niveau des dates, a mélangé des trucs pour le sac de Paris, machin, truc pour que ça va faire des événements dans ces saisons. Je pense que The Last Kingdom est peut-être un peu plus véridique. Mais voilà, donc dans Viking, vous avez Alfred enfant, et dans The Last Kingdom, vous avez Alfred adulte, et puis après c'est descendant. Donc c'est vraiment très drôle de regarder ça. Et donc j'ai regardé tout Viking. Quand on se couche à 4h du matin, on a le temps de regarder beaucoup d'épisodes. Et après, j'ai regardé The Last Kingdom, que j'avais déjà vu, mais avec la nouvelle saison. Et j'espérais que dans The Last Kingdom, il parle donc du fameux Ragnarsson, le grand conquérant qui a trouvé la voie pour aller piller les Anglo-Saxons. Il parle un peu d'un de ses fils, je crois, mais bon, c'est pas dit. Alors attendez, le Wessex, le roi Alfred du Wessex. Voilà. Alors je sais pas pourquoi je vous parle de cette série pendant 10 ans, on est sur un podcast créatif, mais voilà. Hein, si vous avez envie de regarder une bonne série, faites-vous plaisir, elle est vraiment chouette. Un peu crade des fois, pas trop de cul. The Last Kingdom, c'est Viking ou The Last Kingdom? Il y en a une des deux, c'est marrant parce qu'au début, quand les héros ils font l'amour, ils sont sous leur couette, on n'en voit presque rien. Il y a une saison où ils virent, Game of Thrones, donc où on voit des fesses, à gogo, des seins, des trucs, des machins, puis ils mettent des scènes de cul partout, puis après ils reviennent comme avant. Je me dis, ils se sont laissés prendre dans le tourbillon type Game of Thrones avec des scènes de cul tout le temps et des fesses tout le temps, puis après ils se sont dit, non, non en fait c'est pas ça notre délire, donc on va revenir à ce qu'on faisait avant. Donc je trouve ça plutôt amusant de voir l'enchaînement des trucs, voilà. Donc je regardais Viking et d'ailleurs, je me posais une question, ça va parler un peu de teinture, de trucs créatifs. Je crois que c'est dans The Last Kingdom, je mélange un peu les deux séries en fait maintenant. Ils ont donc sur leur dracard, ils ont des vikings, donc un peu les moyens vikings qui pagaient là, qui rament sur leur dracard. Ils sont tous habillés en bleu. Ils sont tous, on sent que c'est une couche moyenne, la couche moyenne de la population, pas les plus pauvres, pas les plus riches, hein, c'est des soldats, des bras et tout ça. Ils sont tous habillés en bleu. Sauf que pour moi, peut-être que je me trompe totalement, le bleu, en termes de teinture naturelle, est une des couleurs les plus difficiles à avoir, puisqu'il n'y a que certaines plantes qui teintent en bleu. Les plantes à indigo, le pastel, qui méritent tout un processus particulier, hein, c'est pas comme les autres teintures, on plonge les plantes dans l'eau, le tissu, on fait cuire et tadam, magie, vous avez une nouvelle couleur. Les Vikings au Danemark, en Norvège, en Suède, je suis pas convaincue, mais peut-être que je me trompe, qu'ils avaient des plantes à indigo. Et à l'époque, ça devait être Viking, peut-être, parce qu'ils n'avaient pas encore beaucoup de routes commerciales avec des pays qui avaient des trucs à indigo ou à pastel, et je me demande, en termes de réalité historique, si les Vikings, la couche moyenne de la population, donc pas les plus riches, pouvaient avoir des vêtements bleus. En fait, quand je regarde une série, déjà, j'aime qu'elle ait une réalité historique, parce que les anachronismes, ça me... dans ce style-là, il y a Reign, donc qui parle de la dernière reine d'Écosse, Mary Stuart. Alors c'est marrant parce qu'avec les séries qu'il y a sur l'Angleterre, il y en a énormément, vous pouvez faire presque toute l'histoire de l'Angleterre en fait. Viking, The Last Kingdom, il y en a eu d'autres là qui sont sortis cet été-là pendant le confinement que ma belle-mère a regardé. Vous prenez Reign, vous prenez The Downton Abbey, Peaky Blinders, enfin... Ouais, moi j'adore, hein, mais... et Outlander. Quand même. Donc Reign, c'est un peu avant Outlander, mais alors les anachronismes, les tenues de la nana, les coiffures, tout, le discours, les pensées, mais ça je lui hurlais dessus des fois. Le discours féministe et émancipatrice des femmes dans Reign, c'est pas possible, hein, je suis désolée. Et l'autre qui me sort aussi un peu par les trous de nez, mais que je regarde, c'est la chicas del cable, les filles du demoiselles du téléphone. Alors je suis désolée, mais le discours hautement féministe et LGBT dans cette série, dans l'Espagne des années 20, ça passe pas. Je ne dis pas qu'il faut pas en parler, mais c'est un anachronisme dingue. Voilà, mettez-moi des pouces vers le bas si vous voulez. J'ai fait des études d'histoire de l'art, j'ai fait de l'ébénisterie, je m'étais un peu spécialisée dans l'histoire du mobilier, comment est-ce que le mobilier évolue.
où déjà dans une série sous Louis XIV où je vois des meubles de style Louis XVI, je hurle, mon mari n'en peut plus. Ah, on s'en fiche des meubles. Je dis non, on s'en fiche pas, ça n'existait pas à cette époque-là. Ils n'avaient pas inventé cette technique, c'est pas possible. Alors maintenant, les costumes, je ne m'y connais pas beaucoup en costume, mais dans Règne, je me dis qu'il y a largement les 95% de ta garde-robe n'est pas du tout d'époque. Je ne sais pas pourquoi je parle de tout ça. Bref. Un pull bleu, comme dans Viking. Donc j'ai passé une soirée entière à détricoter mon pull devant Viking. J'ai bien avancé dans la série. Outrette, fils d'Outrette, quand même. Regardez la série, vous comprendrez. J'aurais en fait dû le raccourcir encore plus, mais je n'en pouvais plus. Donc il est un peu long, à mon avis, à mon goût. Donc j'ai fini le dos, j'ai fini le devant, j'ai fini le dos, j'ai rabattu la trousse aiguille là. Ensuite j'ai fait les côtes. J'ai raccourci mon devant qui était trop long et j'ai fait les côtes. Donc les côtes, c'est simple, hein. Je vais tout détricoter, je vais tout déboutonner. Il va durer 3 heures ce podcast. Je vais passer 20 minutes à vous parler de séries historiques, qu'est-ce qu'on s'en fiche. Donc en fait j'ai relevé les mailles sur les côtés là. J'ai relevé les mailles dans l'angle. Alors c'était un peu mon grand questionnement, comment faire pour avoir un joli angle bien arrondi. Donc j'ai relevé dans mes souvenirs 3 mailles dans l'angle. Voilà, pour que l'angle puisse bien se déployer. J'ai relevé tout le long, j'ai refait pareil dans cet angle là, je suis remontée. Donc j'ai tricoté, j'ai fait des boutonnières sur le devant, mais pas dans le dos. Et à un moment donné, vers la fin, j'ai rajouté pour être sûre que mon angle, c'était vraiment mon angoisse, c'est d'avoir un angle qui se fait pas, c'est un bel arrondi. J'ai rajouté une ou 2 mailles, là on le voit bien là, donc là je suis sur l'envers, c'est pour ça que c'est en endroit. Là j'ai rajouté une maille en fait, donc dans la partie envers ici entre les côtes. Là il y a une maille de plus, voilà, pour permettre d'avoir un bel arrondi. Donc j'ai fait ça pour le devant, j'ai fait ça pour le derrière. Ça ne ressemblait à rien. Ensuite j'ai fait le col en suivant les explications. Donc j'aime beaucoup ce petit col cheminé là qui remonte. C'est pas vraiment un col roulé parce que je peux le passer. L'encolure est quand même assez dégagée, mais ça couvre le cou. Je me demandais s'il fallait pas changer le numéro d'aiguille à un moment pour que les côtes restent pas explosées. On a quand même un petit côté qui se resserre, vous voyez. Alors bon là j'ai un col Mao, ça va rien rendre, mais avec un vrai col de chemise. Je laisse juste déplacer le col et pas le pied de col et je trouve ça canon. Franchement, j'adore. Je l'ai beaucoup porté pendant le confinement. Bon là je l'ai entièrement ouvert, hein, donc ça ressemble à rien. Et après que j'ai fait tout ça, et ben, j'ai relevé les mailles pour les manches. Et là l'astuce, alors je vais essayer de me filmer avec les autres vêtements pour que vous puissiez voir. Lui j'ai posté les photos sur Instagram, donc je suis désolée, je vous renvoie vers mon compte. C'est vrai que j'aime pas trop dans les podcasts quand les filles disent allez voir mon compte Instagram, allez voir sur Ravelry, parce que souvent on est en train de tricoter ou de faire autre chose en même temps, puis on n'a pas envie d'aller prendre son téléphone pour faire autre chose. Je suis désolée, je le fais aussi, je le ferai que pour celui-là parce que là il fait trop chaud. Il fait trop chaud, c'est l'horreur. Donc j'ai relevé les mailles et donc ce que j'ai fait c'est que en relevant, donc je suis partie de je sais pas où, et vous voyez là sous le bras, en fait j'ai superposé la patte de boutonnage du dos avec celle du devant en relevant les mailles. Et donc il n'y a que là que le dos et le devant sont... D'ailleurs j'ai un beau trou là, dis donc. Ah là là, oui, oui. Il n'y a que là que le dos et le devant sont vraiment rattachés. Voilà. Et ensuite j'ai cousu et j'ai fait les manches, donc ça va vite, parce que j'ai toujours mes aiguilles 23 cm, 40 cm. Là les petites yaya, haya. Et voilà. Et après j'ai cousu les boutons et je les bloque. Mais je sais pas ce que j'ai fait en bloquant. En fait il gondole les côtés. Ça se voit un peu sur mes photos Instagram. Le devant est un peu plus long, enfin l'espacement entre les boutonnières, pourtant j'ai fait les boutonnières, vous voyez, je les ai faites à chaque fois sur des séries
là j'ai mes mailles en droit, j'en ai laissé 2, j'ai refait une boutonnière, j'en ai laissé 2, j'ai refait une boutonnière. Et j'ai cousu mes boutons pareil, en laissant 2 à chaque fois, mais ça gondole. Je pense que, je ne sais pas pourquoi mon devant est plus long que mon, enfin pour la même distance de maille, en termes de centimètres c'est plus long. Ça gondole un peu, c'est pas grave, je m'en fiche, je le porte quand même. Donc en général, je le porte avec 3 boutons fermés. On voit la chemise sur le côté, mais ça m'embête pas quand je m'occupe des enfants, quand je cuisine, quand je leur cours après. Ça tombe un peu devant, mais pas comme un poncho. Enfin, pas un poncho, le poncho est vraiment ouvert. J'avais peur que quand je me penche, tout tombe et puis ça tombe dans la gamelle de soupe. Mais l'avantage, c'est que je peux l'ouvrir comme j'ai envie. Et ça, j'adore. Et le côté, je trouve au niveau du look, je suis vraiment fan. Mon mari un petit peu moins. Il me dit, ton devant est plus court que ton dos, c'est normal. Et puis on voit ta chemise, c'est normal. Oui, oui, c'est normal. Bon, déjà, il comprend pas pourquoi on me rentre pas ses chemises dans ses pantalons. Donc voilà, donc c'est quand même un bon morceau qui m'a demandé quand même pas mal de réflexion, qui en fin de compte n'était pas très compliqué, mais il fallait réfléchir un petit peu en amont. J'aimerais bien me retricoter d'autres choses de ce truc, bon pas tout de suite, mais je pense que je referai au moins un gilet ou 2. Les patrons sont vraiment vraiment chouettes. Donc ça c'était mon tricot fini. Et mon encours du moment, donc j'ai passé beaucoup de temps avant de remonter autre chose, je savais pas. En fait en général, je remarque que en ce moment, parce que ça change quand même souvent, après avoir fait une grosse pièce, j'ai envie, un vêtement, où il faut réfléchir à son échantillon, réfléchir à sa taille, on a toujours peur que ça aille pas, parce que si, parce que ça, j'ai envie de faire un châle où on s'en fiche, on fait pas d'échantillon, on tricote, qu'il ait 10 cm de plus ou de moins, on en a rien à faire. Et donc j'avais très envie donc, de faire un châle, et j'avais très envie d'utiliser ces 2 couleurs là, donc je crois que je vous les avais montrées dans l'autre podcast en me disant oh mais tiens c'était la révélation de l'année, elles vont super bien ensemble. Donc elle c'est la pelote vagabonde, j'avais acheté un trio de pelotes pour faire un dégradé dans les tons bleus, mais elle en fin de compte est beaucoup plus aubergine violette que bleu, ça s'appelle Solstice d'hiver. Voilà, la pelote vagabonde. Et elle, c'est la 2e laine que j'ai eue dans la box de Noël de The Woolly Skein. Box de Noël avec Apollonie. Et voilà, The Woolly Skein. Et c'était la Hot Rudolph Carmine. Elle aurait pu trouver un nom quand même. Moi, je lui ai dit. Et je trouvais qu'ils allaient hyper bien ensemble. Donc en fait on retrouve vraiment, voilà. Et donc j'ai cherché un châle à 2 couleurs et 2 écheveaux. Alors 2 couleurs on en trouve, mais 2 écheveaux on n'en trouve pas beaucoup. Et je suis tombée sur le châle. Alors je suis allée voir en priorité chez Nadia Crétin-les-Chênes, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait en châle. Et je suis tombée sur un vieux châle à elle, 2017, bon, c'était il y a 3 ans, c'est pas si vieux que ça, qui n'a pas été beaucoup tricoté, c'est le Asma. Alors je suis désolée, la photo est en noir et blanc, je vous montrerai peut-être une photo en couleur. Donc en fait vous avez une partie en couleur principale de point mousse avec de temps en temps des rangées de trous. Là. Après vous avez une grande partie texturée avec les 2 couleurs. Et ensuite vous avez le rabat final là, avec la 2e couleur qu'on vient de tricoter à la perpendiculaire. Bon, c'est une technique de tricot que j'ai déjà faite, avec une jolie torsade, des petits trous, j'aimais beaucoup. 2 écheveaux, 2 couleurs, c'était parfait. Donc je me suis lancée là-dedans, donc je vous montre où j'en suis. Comme ça en plus on pourra bien voir la... Qu'est-ce que c'est ça? Donc là vous avez la partie en point mousse avec la couleur principale et ses rangs de trous. Donc on peut vraiment voir la couleur est sublime. Alors j'ai été déçue quand j'ai reçu parce que je voulais avoir un bleu nuit profond, enfin bleu nuit, crépuscule, machin. C'est pas du tout le cas, mais elle est vraiment très très belle. Et la pelote vagabonde met vraiment des photos sur son site d'échantillons tricotés. Je m'étais fiée à la photo en sachant que, je vous ai déjà raconté tout ça, que bah, c'est du teint main et que dans ce genre de couleur ça varie vite.
il y avait beaucoup de bleu dans la photo, donc je me suis dit, un bleu qui tire sur le violet comme au crépuscule ou le matin au réveil, c'est parfait. Alors je cherche, il y a en effet un petit peu de bleu, mais moi j'ai plus de violet que de bleu. Voilà, mais je ne trouverai pas, mais en fait c'est des toutes petites taches de bleu de temps en temps. Alors que c'est vrai que, non, vous en avez une là, mais je suis pas sûre que vous allez avoir. Alors c'est vrai que sur la photo c'était plus de bleu que de violet. Bon alors c'est pas grave, et après il y a le point texturé. Et donc là vous voyez, il y a une erreur. En fait, et là après, je ne sais pas pourquoi sur le même rang, au début j'ai une erreur, après j'ai pas d'erreur. Et toute la question de ce modèle vient sur ce point texturé. Parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont fait. Les photos de Nadia sur Instagram, je ne suis pas allée voir sur eBay, ne montrent pas vraiment en détail le point texturé. En plus il est vraiment... on sent qu'il a vraiment été tiré à mort ce châle parce que l'échantillon en laine fingering, 17 mailles. Voilà. Donc moi la fingering j'en suis à 26 mailles. 24, 22, j'ai jamais vu un échantillon de 10 mailles. Et elle est tricote en 3,5, donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce qu'elle l'a déjaugé, mais non, parce qu'elle dit en 3,5. Est-ce que la laine en fin de compte a beaucoup gonflé au lavage qu'elle a utilisé, je ne sais pas. Donc, moi je suis très loin de cet échantillon, donc là de base j'ai peur d'avoir un châle un peu petit. Et mon point texturé ne ressemble pas du tout aux photos de Nadia que je vois sur Instagram. J'en ai parlé à un tricoté, on a zioté les photos ensemble et on n'est pas me dit c'est pas la même chose. Mais je ne sais pas d'où vient mon erreur, parce que alors je ne suis pas la grille, je suis les explications écrites, et pour moi, je fais exactement les explications écrites. Mais il faut croire que non, parce que là, j'ai un décalage. Et déjà, ça m'embête de ne pas avoir le même point que elle, parce que ce point est très joli, mais je trouve qu'on voit trop le blanc tacheté de The Woolly Skein et pas assez l'aubergine de Pelote Vagabond. Donc après, il faut rajouter à ça la bordure blanche. Je suis pas convaincue du truc. Et ça me gaffe de pas réussir à faire le point texturé. Voilà. Du coup, ça fait 10 jours que j'y ai pas touché. Depuis le dernier tricoté, je crois. Là où j'ai fait mon décalage, c'est-à-dire. Je sais pas pourquoi. J'ai un décalage au début du rang. Et tout à coup, il n'y a plus de décalage. Je sais pas ce que j'ai fait. J'y ai pas touché depuis 10 jours. En général, quand je ne touche pas un tricot en cours depuis 10 jours, hors couture, machin et trucs, c'est qu'il y a un problème. Donc je pense que je vais le détricoter et partir sur autre chose. Mais je ne sais pas quoi. Alors est-ce que j'ai un peu regardé hier ou avant-hier ce que je pourrais faire avec, parce que j'adore les laines sont canons. Et je me suis dit, est-ce que je partirais pas sur un projet en brioche, 2 écheveaux en brioche, ça s'étale, je l'ai déjà fait, ça permet d'avoir quand même un projet, un châle un peu conséquent, sans trop mettre de laine dedans. J'ai vu le châle Rolly de Marmelade, Marie-Amélie Design, mais elle l'a fait en 2 couleurs pas trop contrastées, c'est très joli. J'ai vu sur Ravelry, j'y suis allée, des versions avec 2 couleurs très contrastées comme les miennes. Ah, ça me plaît un peu moins. Donc je ne sais pas quoi faire. Mais on va passer à la partie achat de laine. Angélique de The Woolly Skein a fait des super laines dernièrement et des soldes. Elle a lancé ce qu'elle appelle la collection Les Transats. Donc c'était que des laines bigarrées, chamarrées comme ça. Donc moi j'ai acheté Biscarrosse, qui est un beige clair avec du rose, de l'aubergine, un petit peu de stabilo fluo rose. Ah, elle adore le stabilo Angélique. Non, je rigole. Mais j'adore des petites touches comme ça. Lui est vraiment très beau. Alors je l'ai acheté à la base pour aller avec, faut suivre, un pecan pie de chez Angélique. Alors je n'ai plus l'étiquette, je l'ai bobiné il y a très longtemps. Voilà. Très joli. Et attention, vous êtes prêts avec ceci. Mais qu'est-ce donc? Il y a un an, allez, c'était au mois d'août, il y a 11 mois, j'ai acheté des écheveaux de laine blanche, de l'écorce de bouleau, et c'est fantastique beau. J'ai mis mes écorces de bouleau, enfin ma laine, les écorces de bouleau et de l'eau, j'ai fermé et j'ai mis ça sur mon balcon
en plein soleil. Et ça fait 11 mois que ça y est. Ça s'appelle la teinture solaire. Oui, en fait, la teinture naturelle, ça me parle depuis très longtemps. Hein. J'ai commencé il y a 2 mois, mais ça me trotte dans la tête depuis très longtemps. Alors, j'ai vu ça chez, on va rendre à César ce qui est à César, chez By Night Création, Nathalie, qui en avait fait. J'ai trouvé l'idée dingue. Je me dis, mais c'est génial, ça nous prend 10 minutes, on l'oublie, et un an plus tard, on sort le résultat. Donc moi, je vais attendre encore un tout petit peu, quoique. Alors, écorce de bouleau, j'ai choisi ça parce que c'était une teinture qui ne demande pas de mordançage. C'est-à-dire que les pigments ou les colorants, je ne sais jamais, sont tellement forts qu'ils vont s'accrocher sur la fibre sans avoir besoin de préparer la fibre avant. Comme l'avocat, les pelures d'oignon et ce genre de choses. Donc j'ai fait ça parce qu'à l'époque je n'avais pas du tout envie de m'amuser à me mordancer de la laine, ça me paraissait très compliqué. Et depuis j'en ai mordancé. Donc j'ai pris écorce de bouleau en vrac, hein, là-dedans, voilà. Donc c'est là-dedans depuis 1 an. J'ai ouvert de temps en temps pour rajouter de l'eau parce que l'été dernier ça a beaucoup monté. Ça avait de la pression et j'ai de l'eau qui sortait en fait régulièrement et le niveau de l'eau redescendait, j'en remettais. Je sais pas si vous verrez là, il y a une croûte qui s'est faite, il y a du noir, du blanc, je ne sais pas. Je pense que je vais m'amuser à rincer ça parce qu'il y a de l'écorce de bouleau partout dans la laine. Alors, je ne sais pas trop de quelle couleur sera la laine. Normalement, ça fait un rose poudré, l'écorce de bouleau. J'en ai 2 comme ça. Je les avais fait pour pouvoir aller avec lui. Je me disais, j'aurais 2 roses poudrées et un pecan pie. Je ferais un châle avec. Je ne savais pas du tout lequel. Je me suis dit, ça irait. Alors, j'ai l'impression qu'il était plus rose qu'avant. Là, j'ai l'impression qu'il est beigeasse. Mais je ne sais pas parce que l'eau est vraiment teintée. C'est fou parce que quand j'ai mis l'eau, alors en fait j'ai mis la laine à la fin, j'ai mis l'eau et l'écorce de bouleau, tout de suite l'eau est devenue rose. Je trouve ça dingue, il y a des plantes comme ça colore l'eau tout de suite. Et voilà. Je sais pas trop, là on voit un peu parce que la laine est vraiment collée à la vitre, ça fait vraiment beigeasse rose. Donc j'ai 2 écheveaux comme ça que je vais sortir pour aller avec. Et en fait quand j'ai vu Biscarros, je me suis dit, hey, ça va être super beau. J'aurai donc 4 écheveaux, 2 de la même couleur, ça et ça. Et là, je suis en train de me dire depuis 2 jours que est-ce que par le plus grand des hasards, ça n'irait pas ensemble? Mais non, en fait j'ai pas essayé, hein. J'ai essayé en live devant vous. Peut-être que l'aubergine pourrait aller avec, puisqu'il y a quelques traces, et encore c'est plutôt du marron. Non, ça irait pas avec. Donc je vais rester sur mes 4 écheveaux là comme ça. Alors que je trouve un châle avec 4 écheveaux. Je me demandais si je ferais pas celui de Rory Locatelli. Oui c'est ça, j'ai bugué. Elle a fait un Mystical l'année dernière pour faire un wrap. Je sais plus comment il s'appelle. Il est super beau. Vous faites 2 rectangles qui se terminent en pointe. Vous les reliez par la pointe et après pour compléter là, les 2 triangles, vous relevez les mailles des 2 côtés et hop vous finissez et à la fin ça vous fait un rectangle. Il faut normalement 5 écheveaux de couleurs, donc de 5 couleurs différentes. Moi j'en aurai 4, donc 2 couleurs pareilles à voir si je rachète pas un pecan pie chez Angélique ou si je refouille pas dans mes restes pour voir ce qui pourrait aller avec. Mais lui, il est canon. Il y a du marron, du rose, du rouge sur un fond beige. J'adore. Alors, lui on verra après. Ce genre de châle, enfin ces couleurs-là, pour moi je ne pense pas le porter. C'est vraiment pas le genre de couleur que je porte. Lui, si je le tricote, c'est vraiment parce que les écheveaux et les couleurs me font kiffer. Voilà. Après, je ne sais pas ce que je vais en faire. Voilà, donc il faut que je trouve un autre châle. Je sais pas si je ferai le roulis ou un 3e écheveau pour compléter puis faire un châle à 3 écheveaux et 3 couleurs. On en trouve un peu plus. Lui là, avec mon beigeasse dans mon pot, je sais pas si je vais le porter non plus. Quoique dans les tons, il va plutôt être dans les tons beige pecan pie en fin de compte. Je sais pas, mais rien que pour le kiff du tricot, de vraiment tricoter et le kiff des couleurs, j'ai envie de le tricoter. En ce moment, je sais pas, je suis plus dans une phase, je tricote pour le process et les couleurs que pour l'objet fini. Quoique, lui, j'ai fait et le process et les couleurs et le projet fini. Mais je commence à avoir déjà beaucoup de gilets, un peu de pull et beaucoup de châles. En fait, quand je porte toujours les mêmes châles au quotidien, ils sont pas ici, ils sont dans la maison de campagne. J'en ai 2, je pars non-stop, c'est mon
canut. Ah, il y en a un c'est un canut et un c'est un Alpha Centauri Chaud. Alors le Alpha Centauri Chaud, je l'ai fait il y a un an en coloris blanc, rose et bleu. Lui, je le porte beaucoup. Et mon canut, je l'ai fait en... C'est que des châles un peu du même style avec du point mousse. Ou apparenté... point mousse, point brioche ou apparenté point brioche. Triangle asymétrique, c'est ce que je porte le plus. Et le canut, je l'ai fait en dégradé de camel et bleu. Je le porte tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, de toute façon, je porte tout le temps du bleu. C'est ça, mais là, je vais faire au moins 2 châles sans du tout de bleu dedans. Là, j'ai très envie de sortir mon Béjas de son pot, de le rincer, de le laver pour pouvoir tricoter ça. Parce que j'ai trop envie. Et lui, je sais pas. Avance super bien ensemble, mais j'ai peur que ce soit trop contrasté pour de la dentelle. La dentelle de la brioche. Et ça, non, mais ça, je vais le détricoter, c'est sûr. Et pour terminer les achats de laine, avec cette commande de Biscarros, là, j'avais aussi commandé Philippines. Et en fait, j'ai craqué sur Philippines. Et après, j'ai cherché un deuxième écheveau, parce qu'il faut toujours commander plusieurs écheveaux. Et j'ai craqué sur Biscarros. Philippines. Alors, c'est pas la collection Les Transats, mais ça pourrait en faire partie. Mais c'est les Transats de Philippines, quoi. Et ça m'amuse parce que mon mari est parti faire 2 ou 3 ans d'humanitaire aux Philippines quand c'était un jeune Jean. J'ai les ongles noirs, mais c'est parce que j'ai nuancé avec du acétate ou je sais pas quoi de faire et ça a noirci les ongles. Donc c'est une base blanche avec du gris, du bleu, du turquoise. Voilà. En fait, quand j'ai lu, j'ai fait tilt dans ma tête. J'ai des écheveaux qui traînent depuis longtemps pour faire un châle. Il m'en manque un. Il me manque un pétrole de cette marque là. Alors elle c'est Stolemata Yarns, c'est perle, donc c'est un gris avec des tout petits splashes de bleu et turquoise. Stolemata Yarns, perle. J'ai un pétrole qui est la même couleur que mon Falaisia cardigan, je vous mettrai une photo, mais je ne l'ai pas là, je vois encore, je sais pas où il est. Et avec, j'ai ces deux là. Alors ça, mais ça date celle-là. C'est de la lace de Malabrigo. Je crois que c'était pour faire un historical de Steven West. Il y a 10 ans. Presque. Donc j'ai Azul Bolita, qui est un bleu qui envoie du steak. Et l'autre, c'est... Bon, il n'y a pas le nom, mais c'est celui-là, c'est un gris. Voilà. Et à la base, j'avais ces 4 écheveaux, donc avec un pétrole. Le pétrole ressemble quand même fortement à ça. Je m'étais dit, je ferais un châle avec une section ces deux-là et une section lui et le pétrole. Comme ça rappelle, mais c'est pas exactement les mêmes couleurs. J'utilise ça qui traîne dans mon stock. La fille arrive quand même à racheter de la laine pour utiliser de la laine. Il y a un problème. Et quand j'ai vu Philippines, je dis ah mais ça ressemble vachement à ça. Je ferais bien un châle avec 5 écheveaux quoi. Mais la lace, faut la tricoter en double, donc ça fait qu'un demi en fait. Alors même si elle est sur fond gris et elle sur fond blanc, je pense que je vais quand même les mettre ensemble. Il faut que je récupère mon pétrole. Il faut que je trouve un châle pour faire ça. Mais ça va être quand même... Il y a moyen que je le porte quand même beaucoup parce que ce sera du bleu. Et ça changera. Ce sera pas du camel ou du rose. Donc il faut que je trouve un châle où on peut avoir 4 ou 5 couleurs. Donc il y a toujours le fameux Rory Locatelli. Sachant que la lace, soit je la tricote toute seule mais elle sera plus fine, soit je la tricote en double. Double et double, et donc j'en aurai 2 fois moins. Je sais même pas le métrage. C'est même pas marqué sur l'étiquette. Ah si là. Ouais, j'ai 470 yards. Donc à voir. Après je peux la tricoter en simple et faire un effet un peu mohair style. Voilà, Philippines. Et j'ai aussi très envie de tricoter ça. Mais il faut que je trouve le châle. En fait là il faut que je trouve 2 châles à 5 couleurs. Donc je me dis pourquoi pas le même modèle que je fais 2 fois, ça me dérange pas du tout. Et puis si j'aime autant le faire plusieurs fois. Là, de façon entre les choses, j'ai tricoté 2 fois, le canut j'ai tricoté 2 fois, même si je ne porte qu'une seule des versions à chaque fois. À voir. Et j'aime beaucoup les triangles asymétriques. Alors un triangle asymétrique à 5 écheveaux, je vous raconte pas la taille du monstre. En général je fais 3 écheveaux, il est déjà énorme. Celui de Rory Locatelli me fait vraiment de l'œil. Ouais. Voilà, bref, donc ça c'est ma laine. Vous voyez, ça, j'ai pas vraiment d'idée préconçue, je suis plus dans les châles. Et puis je me dis que pour partir en vacances, un châle, c'est quand même un peu moins prise de tête. Voilà, on va passer à la couture. On va faire un peu de teinture plutôt.
Donc je fais beaucoup de teinture naturelle ou végétale. J'ai mon petit carnet pour marquer. Je l'ai acheté chez Monsieur Papier. Monsieur Papier, c'est avec eux qui The Knitted a fait son Knitted Book là. En fait, ils filaient un de leurs dessins imprimés, enfin c'est pas des imprimés, c'est sur du papier, motif à des designeuses qui en faisaient un modèle tricot. J'avais beaucoup aimé l'idée. Je l'ai acheté sans vraiment voir les modèles. Il n'y a pas beaucoup de modèles qui me plaisent dedans. Je trouve que certains modèles sont quand même un peu faciles, que c'est un peu limite du foutage de gueule. Mais je n'ai rien dit. Je l'ai pensé très fort. J'aime beaucoup le gilet coquille. Je pense que c'est celui qui me plaît le plus. Je l'ai vu déjà plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Et là où je suis un poil déçue, c'est que les imprimés de Monsieur Papier sont dingues. Oui, je dis beaucoup le mot dingue, hein, c'est comme ça. Et j'aurais bien voulu en fait avoir là une pleine page de ces dessins, sans photos, sans rien dessus, pour pouvoir la découper et l'encadrer chez moi. Bon, peut-être que j'en demande trop, mais ça aurait vraiment été chouette. Qu'on puisse vraiment faire le lien entre les deux univers. Mais bon bah c'est pas grave, je suis allée sur le site de Monsieur Papier, je me suis commandé des petits carnets pour mon tricot. Et ils ont vraiment des très très jolies illustrations. Si vous cherchez des carnets, ils ont plein de petits... Donc mon petit cahier de teinture, alors j'ai encore là des échantillons qu'il faut que je mette dedans. Bon bah il y a beaucoup de vide, hein, voilà. Il y a mes racines de rhubarbe sur 2 tissus différents. Mordancé par mordancé. Ma laine. Mon avocat, que je vais vous montrer la couture faite avec. Je sais pas du tout si je vous l'ai montré la dernière fois. Mes feuilles de ronce, nuancées au fer pour avoir un pot gris. Mon écorce de nerfprin, qui en fin de compte ressemble beaucoup à la couleur à elle. En un peu plus clair. Et je préfère elle. Elle, je sais là, à chaque fois que j'ai fait 3 échevaux, je vais me faire le gilet Carvi de Marie-Amélie Design. C'est de la déca, mais je vais adapter l'échantillon. Depuis qu'il est sorti, je veux un gilet Carvi dans les tons jaunes. Et là, j'ai un beau jaune, je vais m'en servir. Ensuite, j'ai fait du Brunois pour tester en termes de mordant. Donc lui, c'était un premier bas qui était beaucoup trop concentré. Donc ça a beaucoup teint mes tissus. Et mon deuxième, beaucoup plus clair. Donc c'est plus sur ça qu'il faut que je parte. Et après, j'ai fait de la garance en poudre. Et ça, c'est dingue. D'ailleurs, j'ai pas le... Et lui, c'est celui qui avait été nuancé au brunois. Et lui, il n'a pas de brunois. Donc déjà, je trouve que la différence de couleur est folle. Ça, c'est un autre tissu qui a pris rose, mais qui n'était pas mordant. C'est pareil. J'adore. Et donc là, il faut que je mette... eux, là, je les ai passés au nuançage pour voir ce que ça donnait. Je m'amuse. Mais alors, qu'est-ce que je m'amuse en ce moment avec ça? C'est la magie, quoi. C'est le petit truc, le petit chimiste qu'on avait enfant ou qu'on a voulu avoir et que nos parents ne nous ont jamais offert. Ben, en fait, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est la couleur. Pas nuancée. Bah, plus ou moins parce que j'ai... Enfin, bref. Elle, je l'ai nuancée au fer. Elle vire un peu vers l'orange. C'est plutôt sympa. Ça fait un petit saumon. Et elle au cuivre. Moi, le cuivre, il fait rien du tout. Un bain d'épuisement de Garance que j'ai pas encore mis dans le carnet. Donc il y en a un qui a été passé au cuivre mais ça n'a rien fait. Et un au fer, lui, qui tire un peu plus sur l'orange. Mais c'est très... Je pense pas que vous le voyez. Voilà, il faudrait le normal, en fait le cuivre mais qui n'a rien fait. Et le fer qui tire très légèrement sur le Sumoni. On le voit bien sur les petits plumetis. Donc là, il faut que je l'écrive et puis il faut que je garde un échantillon non mordancé. Et mon dernier en date, là j'en ai parlé aujourd'hui sur Instagram, de ma grande surprise. Donc j'ai ce tissu là, après je vous en reparlerai, sous le filier Fabrics. Blanc avec des petits dessins très mignons. Il me restait une grande chute, je voulais le rendre un peu plus masculin pour mes garçons, pour que je puisse coudre des choses pour eux dedans. Je trouvais qu'il faisait limite, quoique j'ai vu de très jolies réalisations sur Instagram pour les garçons avec. Donc j'ai fait des échantillons avec des fleurs de carottes sauvages. Donc j'ai obtenu un jaune très pâle. Bon, vous voyez bien, c'est sur du blanc. Ensuite, je l'ai nuancé au cuivre. Voilà, ça m'a donné un jaune. Ça a bien renforcé le jaune. Et après, l'autre, en autre que j'ai nuancé au fer. Alors, lui,
J'arrive pas à savoir. En fait, il ressort gris. Sur les photos, il ressort gris, mais moi je le vois vert. Et normalement, les jaunes virent vert. Alors lui, je suis allée à l'arrache, je ne l'ai pas mordancé ce tissu. Normalement, dans tous les manuels, partout, on vous dit il faut absolument mordancer le tissu, sinon ça ne sert à rien. Le tissu prend beaucoup plus difficilement la teinture que la laine. Les couleurs ne seront pas aussi vives, les couleurs ci, les couleurs ça. Alors peut-être, hein, mais bon, déjà je trouve que ce que j'ai en garant c'est plutôt sympa. Je vois bien quand je fais les deux que la laine est un peu plus vive et soutenue que le tissu. Mais j'ai tenté du tissu non mordancé. Donc lui là n'a pas été mordancé. Alors c'est un bain d'épuisement de garant, donc c'est aussi pour ça qu'il est clair. Parce que j'avais déjà teint pas mal de tissus avec avant, mais c'est quand même un très joli rose, hein. Je l'ai déjà lavé à la machine à laver. Et puis bah, tous les échantillons là que je vous montre, le tissu a juste été lavé avant, histoire d'enlever l'après, et puis c'est tout. Donc à voir, peut-être que c'est en termes de solidité de lavage, peut-être que dans 5 lavages la couleur sera partie, je ne sais pas. Ou en termes de solidité à la lumière, bon en fin de compte les vêtements du commerce, quand je vois ce que j'achète, la solidité à la lumière, les vêtements du commerce, c'est quand même pas ça. Hein. Donc voilà, donc j'ai eu ces 3 échantillons là, le jaune pâle de base, nuancé au fer et nuancé au cuivre. Et je me dis, bon ok, je veux bien ça à peu près, donc j'ai mis à teindre mon grand tissu, donc en fait j'avais fait une énorme marmite, enfin énorme de marmite avec mes fleurs, les machins, j'avais laissé 24 heures dans de l'eau, après j'avais chauffé, j'avais mis mes échantillons, donc j'avais filtré les fleurs, j'avais donc mon bain, ma décoction. Donc j'ai mis 3 petits échantillons. Les échantillons ils font cette taille, hein, dans une énorme casserole, donc ça n'a presque pas pris de pigment ou de colorant. C'était ridicule. Et après j'ai plongé mes tissus. Donc le même que lui, c'est la chute de sable, qui est exactement le même tissu que lui. Hein. Ils ont été lavés pareil, ils ont été séchés pareil. Il y a moins de 24 heures qui séparent les deux. Et 1 mètre de double gaz que j'avais mordancé, normalement, bien avant. Parce que je me dis, je vais teindre de la double gaze avec, j'aurai la même couleur à peu près, parce que c'est pas la même armure de tissu, donc ça va pas prendre exactement pareil, et puis il y a le mordançage et l'eau maintenant, mais je pourrais peut-être faire des pyjamas pour mes garçons en alliant les 2 tissus, histoire de... Mon tissu, je ne vous le montre pas parce qu'il a été nuancé, mais j'aurais dû faire un échantillon de quand il est sorti de la marmite, était... diantre, il m'en manque un. Il est où mon jaune clair? Oh là là. Où est passé le jaune? Bah tiens donc. Ah bah il est là-bas. Donc mon tissu est ressorti, j'ai laissé plus longtemps, les échantillons je les avais laissés 15 minutes et je les avais sortis, là je les fait cuire à vraiment bien en dessous de l'ébullition parce qu'ils disaient qu'on avait plus de chances d'avoir du vert si on restait bien en dessous de l'ébullition. Et je l'ai fait cuire une demi-heure, 3/4 d'heure, j'ai coupé le feu et j'ai laissé dedans toute la nuit. Donc j'ai un jaune à peine plus soutenu mais vraiment pas beaucoup qui est sorti de la casserole. Donc vraiment, j'étais vraiment sur la même couleur. Je me suis dit, ok, première étape, shake. On est bon les gars. Ensuite, j'ai pris mon petit pot de soupe de clous que vous avez pu voir en story, qui est dégueulasse. J'ai pris une bassine, j'ai mis de l'eau dedans, j'ai mis de la soupe de clous à l'arrache et j'ai trempé le tissu. Et le tissu n'a absolument pas viré au vert gris ou je ne sais quoi de cette couleur-là. Il a viré à ça. Voilà, couleur rouille. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne comprends pas. C'est l'eau vient du même endroit, donc c'est pas une histoire de pH. La seule chose qui a changé, c'est le contenant. Il y en a un, j'ai mis dans un bol et l'autre dans une caisse en plastique. Mais je pense pas que le bol en faïence et la caisse en plastique changent à ce point les capacités chimiques de l'acétate de fer, la soupe de clous. Donc c'est quand même une réaction chimique en fait qui se passe. Pourquoi Alors, j'ai peut-être mis moins de soupe de clous dans le grand que dans le petit, mais ça, au pire, j'aurais une teinte plus claire, moins soutenue. Et là, on passe d'un vert gris indéfinissable à un
orange, marron, rouille, indéfinissable. En fait les teintures végétales c'est toujours indéfinissable, c'est comme ça. Alors c'est pas moche, j'aime beaucoup, ça va aussi très bien avec les petits dessins, hein, vous voyez. C'est vraiment un problème, j'ai envie de dire, de nuançage, parce que la double gaze est pareille. Elle a été nuancée, mais la couleur est pareille. Donc je me dis des fois, bon, à voir l'utilité du mordançage. Voilà. J'aime bien, hein, je vais faire les pyjamas avec. Je ferai un bloomer pour mon petit là-dedans avec l'imprimé et des pyjamas en mixant les deux tissus pour mes grands pyjamas d'été, parce que je n'ai pas une tonne de tissu non plus. J'aime beaucoup, mais la différence est... Je sais pas ce qui s'est passé. Il y avait 24 heures d'écart, même pas, c'était pareil. Je sais pas. Alors limite, je préfère presque lui que lui, mais j'ai un peu fait... quand je les ai sortis là-dedans, je me suis dit, c'est quoi cette couleur? Donc là, ils ont été lavés, ils sont passés en machine, je les passe toujours tout de suite en machine après. Et ils ont séché, donc c'est vraiment la... Je sais pas, je pense que je vais refaire ma soupe de coups. Je sais pas, j'ai l'impression vraiment qu'elle a ces couleurs rouille en fait. Je ne sais pas. Vous le voyez beige, mais moi je le vois un peu plus jaune que vous. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Donc il faut arrêter de vouloir faire des choses précises en teinture végétale. Pas précise, c'était pas hyper précis non plus, mais d'avoir une idée préconçue derrière la tête parce que ça ne fonctionne pas et j'ai toujours des surprises. Voilà. C'est un peu bête quand même. Bon, j'ai fait plein d'autres teintures, vous avez vu. Bon, j'ai pas les tissus avec moi, je pense. Il y en a partout dans la mission. Ça ne s'arrête jamais. Bon, je vois que ça fait déjà 1 heure que je tourne, on va passer à la couture. Bon, alors la couture, je vous montre. Je sais plus du tout si je vous l'avais montré au l'épisode précédent. C'est ma Suzon. Oh là là, mon dieu, elle est toute froissée, c'est horrible. Oh, elle a été mal pliée dans la valise. Ma Suzon que j'ai teint le tissu à l'avocat. Donc c'est ma toute première teinture végétale. Naturelle, je préfère dire, parce qu'il n'y a pas que des végétaux, hein. Des fois il y a des cochenilles et autre chose. Donc c'était ma toute première qui m'a donné ce rose là assez dingue. J'avais pas assez touillé, j'avais pas fait ci, j'avais pas fait ça, donc j'ai des grosses taches de plein de choses, mais en coupant le tissu j'ai réussi à éviter les taches. J'en ai mis une dans mon échantillon pour me rappeler. Il est où mon échantillon? Voilà, on le voit. En fait j'ai une tache là de chou. Je pense que c'est ce qui était vraiment au fond de la casserole, je sais pas. Et j'ai fait une Suzon, donc en fait ça faisait très longtemps que je voulais faire une Suzon. J'en avais déjà fait une il y a plus d'un an, en mode hiver avec des manches longues. Je n'ai jamais pu la mettre, elle est toujours dans mon placard, car je suis extrêmement serrée ici aux emmanchures. Il faudrait que j'ouvre les boutons ici pour pouvoir la porter. En fait, au niveau de la carrure, c'est trop serré. Et en effet, la Suzon, quand on regarde ses entournures, donc les entournures c'est ça, et les emmanchures c'est sur les manches. Petit point technique, quand on regarde ses entournures, donc elle m'arrive bien sur ma ligne d'épaule, je vous en parlerai après. À la base c'est une blouse c'est une chemise à manches longues, donc c'est pour ça. Alors que la Suzon elle arrive ici facilement. Donc si vous rajoutez des manches sans rajouter tout ce tissu, ça ne peut pas fonctionner. En tout cas chez moi ça ne fonctionne pas. Donc voilà, donc j'avais fait l'hiver que j'ai jamais porté, je peux mettre le truc à la poubelle, ou la donner à quelqu'un qui est un peu plus petit menu que moi. Et donc j'en ai refait une, donc ça c'est un peu ma version test. J'ai mis dessus de très très beaux boutons que j'ai acheté chez Atelier Camélie, fait à la main dans les tons roses. Je lorgnais depuis longtemps sur ces boutons. Et puis voilà, une chemise teinte main, c'était l'occasion parfaite pour mettre ces boutons. Donc je les ai achetés sur internet, j'étais vraiment pas sûre de la couleur, donc j'ai pris blanc avec des taches de rose pour que si le rose est un peu différent, ça soit pas choquant. Je l'aime beaucoup, je l'apporte pas trop d'ailleurs, il faut que j'apporte plus. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire sur le patron? J'ai fait un ourlet rouloté sur le bord du volant. Donc là j'ai vraiment suivi les explications, vous voyez. On a que ça là, je trouve ça vraiment trop fin, hein. C'est là, c'est juste après le volant, là c'est là, c'est un peu galère de monter le biais d'emmanchure là. Alors je suis allée voir sur le site de République du Chiffon parce qu'elle donne un tuto pour faire les biais d'emmanchure, les baumes de propreté comme elle appelle ça. Je m'étais jamais vraiment penchée dessus parce qu'en général je mets des manches
Et en fait j'adore, j'en ai fait plein d'autres en ce moment parce que j'ai des problèmes, je suis en train d'essayer de trouver l'ajustement parfait pour moi. Parce que j'ai des gros problèmes d'ajustement de patron au niveau des épaules. Et donc je fais beaucoup de choses sans manches pour pouvoir les porter. Parce que quand je mets les manches, je ne peux pas les porter. Voilà. Et donc une mode de propreté que j'aime beaucoup la technique. Simple et efficace, tout ce qu'on aime. Comment elle taille, je vous l'ai dit, là c'est un peu juste. Enfin, on s'en fiche parce qu'il n'y a pas de manche. Je crois qu'elle baille un peu trop au niveau ici. Je n'aurais pas remonté sur l'autre version. Et les pinces poitrine. Oh, je sais. Désolée. Et le tissu, c'est une broderie anglaise que j'ai acheté chez Ikati et que donc j'éteins à l'avocat avec des pots et des noyaux. Et c'est un deuxième bain d'avocat. Le premier avait été très clair, très rose clair, mais c'était sur un t-shirt du commerce. Et en fait, une gentille nana sur Instagram m'a dit que l'avocat, il faut mieux le préparer la décoction et le laisser s'oxyder à l'air quelques jours parce que la couleur ensuite est beaucoup plus soutenue. Et j'avoue qu'un rose comme ça avec de l'avocat, c'est plutôt chouette. En général, c'est une teinte quand même plus douce, l'avocat. Et ma teinture solaire d'avocat dont je vous parlais la dernière fois, elle est toujours dans sa caisse en plein soleil. L'eau est presque transparente, mais je pense que tout s'est déposé au fond. J'ai l'impression qu'il y a des taches de poids et moisissure sur le tissu. Je l'ouvre bientôt là quand même, ça va faire plus de 2 mois. Je pense que le résultat va être ignoble. Donc ma première Susan, que j'ai cousue il y a longtemps, je me rappelle plus trop. Après j'en ai cousu une autre. Enfin, après il s'est passé plein de choses entre temps. Donc en fait j'avais acheté ce Liberty il y a plus d'1 an. J'avais acheté chez Stragier Tissu avec du rami blanc. Donc le rami, c'est une plante de la famille des orties qui fait un tissu type lin et qui est hyper agréabilité, infroissable, hyper frais, machin, du lin mais qui ne froisse pas en gros. Le rami de Stragier a un tissage un peu grossier, ça gratouille très légèrement. Donc j'avais cousu un short blanc l'été dernier avec, je l'avais doublé avec un roll de coton pour être sûr qu'il soit pas transparent. Donc je n'ai pas ce côté un peu grattant du rami. Cet été je m'en suis cousu un autre, un vert aqua, qui est pas là, qui est chez la maison de campagne de ma belle-mère, je vous montrerai une prochaine fois, qui gratouille un peu, mais enfin moi qui suis assez sensible, ça me pose pas de problème pour le porter. Donc j'avais acheté ce Liberty dont j'ai oublié le nom, qui est canon, il était en solde, enfin il était en promo à l'époque chez Stragier, et mon rami blanc, et je voulais absolument me faire une tenue, short blanc et chemisier Susan. Je le savais, ce serait un chemisier Susan dans ce Liberty là pour l'été. Donc j'ai cousu le short l'été dernier et j'ai cousu la Susan cette année. Je ne l'ai pas encore porté et je ne l'ai pas encore essayé avec le short blanc. Donc ça se trouve, mon idée de tenue est pourrie. En fait j'ai cousu il y a longtemps et puis il me manquait des boutons. Et je voulais mettre des boutons jaunes parce qu'il y a un petit peu de jaune dedans et puis je trouve ça marrant de rappeler un peu le jaune. J'ai essayé, je trouvais ça très moche. Je me suis dit je vais découdre et mettre des boutons blancs ou gris clair. J'ai attendu 1 mois et là il y a 2 soirs je me suis dit non il faut que j'arrête mon délire. J'ai décousu mes boutons jaunes, je n'avais pas de boutons gris clair donc j'ai cousu des boutons blancs. Mais ça fait bien la blague. Alors qu'est-ce que j'ai donc fait sur cette Susan? J'ai rallongé, en fait ici là déjà. Pas de beaucoup mais je l'ai rallongé. Alors je vais pas parler à fond ajustement morphologique parce que je suis en train de faire une vidéo dessus. Enfin je me filme toutes les 3 semaines en train de déblatérer là-dessus. Je pense que j'ai à peu près cerné mon problème et donc elle sortira bientôt. Donc là le volant est là, le volant est là. Donc je l'ai légèrement rallongé pour qu'elle me tombe un peu mieux. Et juste pour la faire courte, j'ai 3 problèmes morphologiques, on va dire ça. Un gros problème, c'est que je suis bossue. Mais même là, je me tiens un peu comme ça, là. Un peu en dedans, hein, les épaules bien comme ça, la poitrine en avant. Et j'ai les épaules là, cette ligne-là est longue. Je pense que j'ai un petit cou et des grandes lignes d'épaule. Donc le haut bossu arrondi et la grande ligne d'épaule font que à chaque fois mes patrons, la ligne ici, la d'entournure en embouchure est trop courte, donc les manches remontent sur l'épaule, donc c'est très inconfortable.
Et le dos arrondi fait qu'en fait ma partie dos est plus grande que ma partie devant, parce que ma partie dos est arrondie. Hein, au lieu d'être comme ça fait ça. Donc ce que je fais actuellement sur tous les patrons, c'est que je rétrécis la partie devant au milieu des entournures de 3 cm. Tac. Parce que mon problème, c'est donc que les manches longues, il faut vraiment que j'ai une coupe loose pour pouvoir les porter, parce que ça tire en fait énormément entre les omoplates et ici, donc j'ai du mal à faire ça. Lever les bras, c'est quand même pas hyper agréable, sauf avec les coupes loose, et c'est quand même pas toujours très esthétique. Et en fait, mon dos finit toujours comme ça. Pour vraiment, j'ai remarqué que sur tous les patrons que j'ai déjà cousus, ma ligne d'épaule se retrouve très très en arrière dans le dos. Donc ma solution, et en plus j'avais très souvent, mais là vous l'aurez pas, presque pas, des petits becs ici qui prouvent, j'ai mis du temps à savoir d'où ça venait, c'est qu'il y a trop de tissu au niveau de l'emmanchure et le tissu remonte. Trop de tissu en bas et ça remonte. Là, j'en ai pas. Donc pour pallier à tout ça, donc il faut que je rallonge les lignes d'épaule. Je rétrécis mon devant de 3 cm, ce qui est énorme, mais en fait je pourrais faire 4 en vrai. Lui là j'ai rétréci ici de 3 cm et je pourrais encore le rétrécir de 1 cm sans problème. Je ne touche pas au dos, donc ce qui fait que le dos, au lieu de tomber en arrière, rebascule devant. Et ah oui, donc ça c'est vraiment, ça règle mon problème de dos plus long que le devant. Donc avant, donc ça c'est les gens normaux. Moi comme je suis comme ça, en fin de compte mes vêtements retombaient derrière. Parce qu'il n'y avait pas assez de tissu en fait ici. Il y en avait trop ici et pas assez là, donc ça tombait derrière. Donc en raccourcissant devant, là, mais c'est dingue, celui-là, donc c'est le chemisier Reina de Pauline Alice, qui est normalement à manche longue. J'en ai déjà cousu plusieurs et tout. Il a un petit col Mao là. C'est la première fois depuis que je couds que je sens le col dans mon cou. D'habitude je ne le sens pas, il est toujours derrière. Et là je le sens dans mon cou. Ça paraît débile mais moi ça me change. Donc j'ai vraiment l'impression il ne tombe pas. Je passe pas ma journée à le remettre comme ça. D'habitude je le remettais machin, puis en plus avec les gilets tricotés ça glissait, c'était chiant et tout. Là non, je suis tellement... Donc je raccourcis ici 3 cm sans toucher au dos. Et mon deuxième gros problème que j'ai trouvé il n'y a vraiment pas longtemps, c'est que, j'en parle plus longuement dans la vidéo d'ajustement, normalement cette ligne-là, d'entournure, doit arriver sur la jonction du bras et du corps. La jonction du bras et du corps, chez moi, elle est ici. Donc j'ai tout ça de tissu en trop, sachant que j'ai déjà coupé 1 cm, parce que j'avais déjà de tissu en trop. Donc devant, j'ai trop de tissu. Et dans le dos, je ne sais pas si vous allez le voir, on voit ma jonction, je n'en ai pas assez. Voilà, on la voit là, ici. J'ai pas assez de tissu. Donc il faut que tout le tissu que j'enlève devant, il faut que je le rajoute derrière. Alors j'ai pas encore testé, je viens de me rendre compte sur cette couture qui date d'il y a 4 jours ou 5 jours. Donc il faut que je le teste sur un patron maintenant. Je pense que je vais le retester sur la Reina parce que j'adore ce patron en manche courte. C'est un peu l'illumination. Voilà. Donc pour lui, dans mes souvenirs, donc j'ai rallongé ici parce que j'ai une ligne d'épaule plus longue que la moyenne. Mais je pense que c'est parce que j'ai un petit cou. Je pense, hein, je ne suis pas allée vérifier les mensurations internationales. Et dans mes souvenirs, j'ai raccourci... Oui, j'ai raccourci en fait... Il est là, ici, là, de 3 cm. Donc j'ai coupé le plastron, mais je sais pas encore c'est le volant pourtant. J'ai pas dû raccourcir le volant, je me suis dit c'est pas grave, il sera un peu plus froncé. Donc, dans mes souvenirs, j'ai raccourci ici, j'ai tracé une ligne, tac, je coupe et j'enlève 3 cm. Et après je redessine les courbes, mais ça, je crois que j'en ai parlé dans ma vidéo, mais c'était il y a longtemps donc je ne sais pas. Et je n'ai toujours pas essayé. Je pense que je vous mettrai une petite vidéo de quand je la porte. Voilà. J'ai un peu de mal à chaque fois avec la pose du col. Il est très très arrondi le col quand vous coupez la pièce. Alors que sur un truc comme ça, il est légèrement arrondi. Celui de la Suzon, il fait presque un rond comme ça. Et je les pose mal. C'est dingue, hein, moi qui adore les cols et qu'on pose tout le temps. Lui, on le voit bien.
Vous voyez, là ça tire ici, et puis dans le dos c'est un peu la cata, ça tire, c'est pas joli là. Alors il est froissé, hein, vous n'allez pas le voir, mais en fait là il y a des lignes de tension. J'ai essayé de faire un peu mieux sur mon lui là, mais non. Alors vous ne verrez peut-être pas avec l'imprimé, mais en fait tout là, dans cette partie là surtout j'ai que des lignes de tension, c'est pas très joli. Et là on le voit vraiment bien ici là. J'ai presque envie de redessiner le col moins arrondi, mais bon, c'est aussi ça qui fait le charme du modèle. C'est un col en fait qui vient se poser sur le ici et qui ne remonte pas du tout sur le cou. Sinon, pas de problème, comme d'hab, la Suzon, il y a très peu de repères, voire pas du tout pour le volant. Donc vous savez pas trop comment répartir les fronces. Il y a un repère, mais on ne sait pas à quoi correspond ce repère. On estime que c'est le repère de la ligne d'épaule. Mais on ne sait pas. On pense, moi je pense que c'est ça. Donc en gros on a le repère milieu dos, le repère épaule et le repère du devant et c'est tout. C'est un peu léger quand même. C'est vrai qu'un peu plus de repères aurait pas été mal. Je pense pas avoir redessiné les pinces poitrine, mais comme j'ai modifié ici, elles étaient mal placées je pense sur ma première. Mais comme j'ai enlevé 3 cm ici, ça les a un peu comme ça rebascule un peu le vêtement devant. Ça les a fait un peu rebaisser, elles étaient peut-être trop hautes, je sais plus ce qui s'est passé. Donc voilà, donc là il faut que j'essaye, il faut que j'apprenne en photo avec mon short blanc, mais j'adore ce Liberty et j'ai enfin cousu un Liberty depuis le temps qui traîne dans mon placard. J'ai ça en moins dans ma tête, j'avais ma Suzon en Liberty depuis 1 an et je l'ai fait et j'ai pas changé d'avis. Et ça, il faut le dire. Ensuite, je vais vous parler quand même rapidement de ces 2 robes. Oui, il y en a 2 là. Donc on va commencer vers celle-ci, parce que ça dure et après j'ai le montage à faire derrière. Et ça va se couper. Pourquoi ça va se couper? Je ne sais pas. Donc elle, c'est la Camille Dress de Pauline Alice, que j'ai fait dans un coton que j'ai acheté chez Toto. J'ai fait le patron exactement comme il était pour voir comment il tombait. C'était au tout début. Il tombe de mes ajustements, il tombe très mal. Voilà, il a toujours pas ses boutons et j'ai toujours envie de les faire. En plus une version un peu hiver avec une fermeture éclair invisible. Là, je suis engoncée dedans, c'est horrible. Mais j'ai un gros problème dans mon cheveu en fait. Je trouve ça dingue que je ne m'en sois pas rendu compte plus tôt et que j'ai pas fait ce travail là plus tôt. Ça va, ici, toute cette zone là est dégueulasse. Il y a trop de tissu, en fait j'ai trop de tissu dans ce sens là, j'ai trop de tissu dans ce sens là, cette ligne d'épaule est trop courte, je pense que je pourrais la porter, mais là j'ai pas envie. Et franchement, j'ai une deuxième Camille Dress que je n'ai pas finie, où j'ai fait un peu plus d'ajustements pour qu'elle m'aille mieux. Je me demande si en fin de compte je préfère pas la coupe de la Myosotis de Dirandou, c'est vraiment le même style de robe. C'est un peu dommage d'avoir 2 fois le même patron. Elle est plus ajustée la Camille Dress. En plus j'avais tout bien fait, manchon, pas de déboutonnage, poignet, machin. Non mais je vais la finir, hein. J'aime beaucoup ce tissu, mais l'embouchure avec un gilet cet hiver ça passera, mais je me sens quand même un peu enconcée dedans. Voilà, un peu un fail qui attend. Qui attend. Ça m'a mis quand même un coup au moral, toutes ces histoires d'ajustement, parce que déjà j'ai repassé pas mal de mes anciennes coutures et je me suis rendu compte de tout ce qui n'allait pas, les plis, les trucs, les plis de tension, les plis de trop de tissu, les becs et tout sur les emmanchures. Et surtout je me suis dit mais la vache, le nombre d'ajustements qu'il faut que je fasse, il faut que j'enlève 3 à 4 cm ici, il faut que j'enlève 2 cm ici, il faut que j'en rajoute là, il faut que je rallonge la ligne d'épaule. Mais en fait je suis difforme, mais ça m'a vraiment donné cette impression là. J'ai pas l'impression que les autres nanas en couture aient autant d'ajustements à faire pour que le vêtement tombe bien. Alors peut-être qu'elles ne le font pas par flemme, par méconnaissance, ou elles ne le disent pas sur Instagram et les podcasts, mais je trouve que j'ai quand même beaucoup d'ajustements à faire pour pouvoir le porter. Et c'est pas juste une question qui tombe bien, c'est que si je ne les fais pas, je suis engoncée au niveau des épaules et je peux presque pas bouger les bras. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais mis un post sur Instagram à Noël, j'ai voulu coudre une robe de Icati Couture, la Louise, je ne pouvais pas lever les bras plus que ça. J'ai dû les raccourcir et cette robe je ne vais jamais la porter, elle est importable, je suis hyper mal dedans
c'est pas juste une question de tomber et de séance, c'est une question de praticité du vêtement. Et ça m'a mis quand même un petit coup au moral. Mais en fait je suis vraiment mal fichue. Et c'est pour ça que je ne couds que des choses sans manches depuis. Comme ça j'ai pas ce problème. Je peux faire tous mes ajustements sur l'entournure, le dos, les épaules, le truc, le machin, sans avoir la question des manches. Parce qu'après il va falloir encore que je règle la question des têtes de manches. Ça va être une question. Bon, je pense qu'il faut que j'arrête. Et je reviens. Petite pause technique, ce podcast va durer très longtemps. Allez, on a presque fini. 2 projets couture et on sera bon les gars, on sera bon. Tadam! Une chose informe, je vous présente la robe Simone de Louis-Antoinette de Feu, Louis-Antoinette Paris. Louis-Antoinette Paris, c'est une marque de couture qui s'est arrêtée, je ne sais pas pourquoi. Je ne les suivais pas et ne faisais pas forcément des patrons qui m'intéressaient. Je ne dis pas qu'ils faisaient des mauvais patrons ou tout ça, c'est le style. Je suis plusieurs fois allée voir ce qu'ils faisaient. Bon, voilà, ça arrive, hein. Il y a plein de marques, il y en a pour tous les goûts. Sauf que à force de voir passer la robe Simone, j'ai dit ah ouais en fait elle est plutôt chouette. Sauf que comme la marque n'existe plus, il faut réussir à trouver le patron. J'ai de la chance parce qu'une boutique de tissu le vendait, j'ai totalement oublié son nom. Et en achetant le patron, j'ai acheté ce tissu sur la boutique en me disant je ferai la Simone avec. C'est une sorte... J'ai pas du tout la pochette de patron, elle est derrière la maison de campagne. Je pense que je vous mettrai une photo. Mais c'est une sorte de robe chemise qui a des emmanchures, vous voyez ici, très sympa, qui tombe en fait sur les épaules et ici. Qui n'est pas ceinturée normalement, avec une bout de patte de boutonnage tout le long sans colle. Alors j'ai acheté ce tissu, je crois qu'il a été présenté comme du coton sur le site. C'est un sorte de coton mais qui est très mou et lourd. Quand j'ai reçu j'ai fait ouh mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette chose? Ah oui, c'est ce que j'avais commandé. Donc il est vraiment lourd et mou, il se tient pas quoi. C'est un peu bizarre, je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout. Mais j'ai quand même fait ma toile dedans. J'ai un fil qui tirait, c'est bizarre. Donc il y a des pinces d'eau là que on voit bien avec les rayures. Il y en a devant. Oui, aussi. Là, très proche de la boutonnière. Oui, il y en a. J'ai un peu du mal. Et puis ces manches avec le montage. Voilà. Alors j'avais lu beaucoup d'avis sur Instagram qui disaient qu'elle ne comprenait pas le montage des manches, qu'elle le trouvait très bizarre et mal fini. J'étais un peu étonnée. C'est entre pour ça que j'ai acheté le patron. Je voulais savoir comment est-ce que les manches se montaient. Et je ne trouve pas. Je trouve que c'est un montage. Elle disait que c'était une finition très mauvaise. Alors oui, en effet, on voit. Enfin, on voit, non, on voit pas. Là, vous avez. Moi, j'ai fait un coup de surjet, mais j'aurais pu faire un ourlet à l'intérieur. Et c'est très joli. J'ai bien aimé le montage, justement. Je trouvais ça assez ingénieux. Ouais, ça m'a plu. Après, une jupe basique. J'ai mis des poches, mais je crois qu'elles sont beaucoup trop basses. Et le problème, j'ai fait ma taille du tableau de mensuration. Je vais faire un 38, je crois. C'est 10 fois trop grand. 10 fois minimum. Alors pas forcément long ici. Ce qui est 10 fois trop grand, c'est cette pièce de tissu là qui normalement doit vraiment être plaquée ici, qui moi n'est pas du tout plaquée, hein, donc on voit tout des deux côtés. Je sais pas combien de centimètres en trop. La taille m'arrive, je pense, sous le nombril. Alors c'est une robe de base à la coupe ample. Le patron, le modèle sur la pochette est présenté avec une coupe ample, mais là c'est pas ample, c'est sac à patate. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc après j'ai pas pris, c'était ma toile, c'était le test. Donc j'ai mis une ceinture et des passants de ceinture pour la ceinturer et donc faire un effet blousant. Parce que je trouvais que les versions les plus jolies c'était celles en fin de compte qui étaient plus ajustées à la taille plutôt que le sac à patate. Mais là il y a un grand problème. J'ai tout ça au niveau. Enfin, il faut que je raccourcisse. Voilà, ça se voit. Hein. Il faut que je raccourcisse de tout ça au moins le haut. Alors, je sais pas si on peut voir avec la Pauline Alice qui elle aussi, il faut que j'en ai fait un autre que j'ai pas fini. J'ai remonté la taille pour l'avoir vraiment à ma taille naturelle. Donc vraiment, j'ai la taille naturelle très haute. Je tiens à le dire.
Donc la Pauline Alice, je dois la remonter et elle est là. Alors, bon allez, je vais mettre les épaules vraiment au même niveau. Voilà. Là. Si elle avait été là, ça aurait pu passer. Mais moi, c'est encore déjà trop bas. Elle est là. Mais vous vous rendez compte le nombre de centimètres qu'il y a? Mais je pense qu'elle m'arrive au niveau des fesses en fait. Je vais pas essayer depuis, c'est une catastrophe. Et elle est trop large. Elle est trop large. La pièce haut est 10 fois trop longue. Et il va falloir que je la retravaille beaucoup. Et en plus, je n'avais pas fait mon fameux ajustement des 3 cm. Donc elle n'a pas ses boutons non plus. Je suis pas sûre de la finir. Parce que je suis pas sûre de la porter. Parce qu'il faudrait que je retravaille tout ce côté-là. Et j'ai la flemme. Donc il faut que je regarde, il faut que je prenne 3 tailles en dessous et que je raccourcisse ça à mort. Donc je suis un peu blasée en fait. Ça avait vraiment l'air d'être la petite robe facile à coudre et facile à porter, mais vu comment elle me va, ça demande quand même pas mal. Est-ce que juste prendre 3 tailles en dessous et raccourcir le buste va suffire? Je ne suis pas sûre. Mais en même temps, elle a vraiment une coupe hyper chouette et avec un petit Liberty ou un petit coton à carreaux ou à rayures, c'est la robe parfaite pour l'été, voire le printemps et l'automne avec un gilet. Donc là je suis vraiment blasée. Donc en fait j'ai quand même cumulé pas mal en couture, de fail. J'aime pas parler que avec des mots anglais, je cherche le mot français. De malchance, j'ai eu beaucoup de malchance en couture. Entre mes histoires d'ajustement, de patron, je m'étais vraiment engoncée. Ceux qui n'avaient pas ces histoires de manches, mais qui en fin de compte sont des fois trop larges. Ouais. En fait j'ai beaucoup de choses commencées et pas finies parce que faudrait que je retravaille et j'ai la flemme absolue. Mais en même temps, enfin en parallèle à tout ça, je me suis cousu une petite merveille. Déjà depuis que je fais mon ajustement de 3 cm, j'ai déjà beaucoup moins de problèmes. Pour les hauts sans manches, hein, parce qu'après mes histoires de cils, ça c'est un peu différent. J'ai quand même beaucoup moins de problèmes et là j'ai quand même, donc c'est la Reina de Pauline Alice, donc dans un tissu sous le figuier Fabrics, je m'approche comme ça vous verrez les petits dessins, ils sont canons. Et en fait c'est une collaboration qu'elle a faite, j'adore cette marque, elle a des choses vraiment chouettes, j'adore sur mon écran de téléphone, j'adore voir tout ce qui est cousu avec et j'en ai acheté et quand je les reçois, il y a un truc qui me bloque pour les coudre. Celui-là que j'ai teint, il est, je l'ai vu, j'ai eu un énorme coup de cœur. Alors il est sur fond blanc en fait, hein. Il n'est pas du tout sur fond rose, ouais, c'est des petites fleurs vraiment très mignonnes sur un plumetis, canon, sauf qu'en fin de compte des fleurs il n'y en a pas beaucoup, elles sont petites, et donc je trouve que le tissu est très blanc, très transparent, et ça m'a bloqué. Et je dis qu'est-ce que je vais faire de ça? Au début je voulais faire une robe, je lui mais avec totalement transparente, une robe entièrement blanche avec des enfants c'est la cata. Puis moi j'aime bien m'asseoir dans l'herbe, m'asseoir un peu partout, je vais jamais la porter. Comme je suis débile, j'en avais commandé 2 mètres, je me dis mais qu'est-ce que je vais faire de 2 mètres de ça? Donc déjà rose c'est un peu moins salissant. Et je trouve que il y a un petit truc qui me bloque à chaque fois, en fait je pense qu'ils sont peut-être un poil trop rétro et pas assez fun. Alors, je vais pas dire que je coupe que des choses fun, c'est loin de là. Mais j'aime bien avoir un petit côté un peu sympa quoi. Et lui, bah là j'ai rajouté avec ça. Donc, je vous montre là parce que j'ai les noms sur celui-ci, je vais le remplir plus tard. Donc c'est sous le fil Fabrics et elle a fait une collaboration avec By BM. By BM, ce podcast n'est pas assez long, hein, donc je rajoute, hein, bien sûr, je fais du remplissage. Non, By BM, c'est une nana qui fait des dessins, des illustrations. Oh, j'aurais dû en prendre, c'est bête, j'en ai pas ici. C'est Je suis une fangirl. Voilà. Il y en a qui sont fangirls d'Apple, moi c'est de By BM. J'achète tout ce que je peux chez elle. J'adore le style de ses illustrations. Elle a dessiné le faire-part de naissance de mon deuxième parce qu'elle fait encore des commandes personnalisées. Et il faut vraiment que je vous trouve une carte pour vous montrer le style. J'espère que j'en ai par là. Donc elle a un petit univers un peu rétro, mignon, à la Pierre Joubert, pour ceux qui connaissent. Si vous connaissez pas, tapez Pierre Joubert, vous allez voir. Il a fait énormément d'illustrations pour le scoutisme. J'adore.
Donc, alors ça c'est carrément l'original du faire-part de naissance. Donc on a vraiment dessiné suivant nos indications. Ouais, vous avez vraiment le stylo. C'est nous qui lui avons dit on veut tel dessin, les enfants ils se tiennent comme ci, comme ça, ils sont habillés comme ça, vous nous rajoutez la petite colombe pour rappeler le prénom. Donc là le grand, ça c'est un rappel de son saint patron, et là aussi la petite croix, le petit berceau, le petit machin. Lui là, le bébé là, pour qui j'ai fait ce faire-part de naissance, il a 4 ans. J'ai toujours pas encadré. Mais j'adore. Alors nous après on avait rajouté des petits trucs hein, pour faire le faire-part, c'était un peu vide. Voilà, donc j'ai d'autres cartes de chez elle, j'en ai plein. Voilà, c'est vraiment son style, c'est magnifique ce qu'elle fait. Elle travaille aussi avec sa fille qui a fait des études d'art graphique. Et j'adore, c'est vraiment... c'est des vieilles cartes, là j'en ai des plus récentes mais qui doivent être dans la chambre de mon garçon qui fait la sieste. C'est dommage, j'en ai pas d'autres ici. J'ai que celle-là, ici. Voilà. Mon deuxième, donc celui pour qui elle a dessiné le faire-part de naissance, a un poster, une affiche dans sa chambre que là j'ai pris le temps d'encadrer. Voilà, c'est son style, j'adore, je suis fan de son travail, elle fait des choses... Oh, mais c'est tellement mignon ce qu'elle fait, j'adore, j'adore, j'adore. Donc je suis... by BM, donc je suis une fangirl, je peux acheter beaucoup de choses chez elle. Enfin en même temps c'est des cartes postales, des affiches, j'ai un petit pochon à un moment que j'utilisais comme sac en cours, c'est pas non plus, je me ruine pas. Donc là quand elle a fait une collab avec Sous le Figuier Fabrics que j'adore, et elle, je dis bon, de toute façon j'ai acheté le tissu quoi que soit le dessin, c'était juste, il me le fallait. Donc ça va bien faire 2 ou 3 ans qu'elle l'a sorti, 2 ans je pense maintenant. Oui, ça fait 2 ans qu'il est dormi dans mes placards et je n'arrivais pas à trouver le projet parfait. Je sais pas si ça vous fait ça, mais moi souvent les tissus comme ça auxquels je tiens beaucoup, soit parce qu'ils sont chers financièrement, soit parce qu'ils sont chers à mon cœur, hein, les deux, voire les deux ensemble, type un Liberty qui est, voilà, ou lui, hein, qui était pas aussi cher qu'un Liberty, mais auquel voilà, je voulais pas gâcher, je n'arrivais pas à trouver le patron parfait. Et en plus à chaque fois j'achète 1,50 m de tissu, qui est trop court pour faire une robe, parfait pour une chemise à manches longues, mais trop pour une chemise sans manches. Et je savais pas quoi faire, et puis une chemise, et puis pas une chemise, et ci, et ça, puis quelle chemise, et puis ci, puis en fait je suis toujours engoncée dans mes manches, donc je sais pas. Et là, il y a 4 ou 5 jours, j'ai eu un flash. Je me suis dit, je le fais. Reina manche courte. Donc je n'ai pas le patron de la Reina, il est en campagne. Donc en fait, pourquoi la Reina? En fait, ça faisait plusieurs jours que j'y pensais. J'ai acheté une blouse l'été dernier chez Uniqlo, une blouse en lin bleu marine qui a exactement cette forme-là. Alors en fait, c'est une patte de boutonnage qui remonte, c'est un peu comme la pivoine aussi, mais que j'ouvre toujours ouvert, donc ça fait comme un col V. Elle a pas de manche, elle a des fronces là, elle a des fronces dans le dos, elle a son petit col, et c'est tout. Elle est très ample, et je la porte tout le temps, pour la coupe et la couleur. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je me couse plein de trucs comme ça pour l'été. Avec un short, ça passe crème. On est cool, on est stylé, on n'a pas chaud, c'est parfait. C'est le duo parfait, trio parfait. Et voilà. Et donc je me suis dit, la Reina, sans les manches, ce sera parfait. Et en plus, ça me permettra de continuer mes ajustements, mes ci, mes ça, trucs, mes machins. Et donc je dis, ok, lui, je le fais en Reina, c'est sûr et certain. En fait, j'ai acheté un très beau Liberty Waltonshire Mimosa chez Stragier, que je n'ai pas non plus, et je cherchais un patron pour lui et je me suis dit je vais faire la Reina sans manche, mais je voulais tester avant et j'ai testé avec lui. Alors ce que j'ai fait, c'est que normalement la Reina, donc voilà, elle est un peu droite mais en fait elle tombe là pour être plus longue dans le dos, je la trouve presque courte. Normalement c'est des brides et les pattes de boutonnage sont comme ça là, touche. J'avais fait ça sur mes premières versions, sauf que j'ai vu ça pas mal sur Instagram, on met pas les boutons assez loin, donc avec les brides ça fait un jeu, on voit un peu au milieu et puis c'est trop large. Donc là j'ai dit je fais pas les brides, j'avais vachement de temps, je vais superposer les pattes de boutonnage là ici, et je fais des boutons et c'est fini. Donc ça c'est génial, ça a quand même bien, alors elle est encore bien en plein, mais c'est pas dérangeant. Avec des manches ce serait peut-être plus dérangeant. J'ai changé ça et j'ai donc fait ma modification de 3 cm ici et c'est tout. Ah oui, et après j'ai recoupé 1 cm ici et j'ai un peu creusé là dessous. Mais une fois que tout était cousu.
Donc j'ai mis un sorte de passepoil, mais c'est pas du tout un passepoil. C'est un ruban pailleté marron cuivre. C'est vraiment un ruban, hein, donc vous voyez, c'est juste ça, que j'ai mis en comme un passepoil. Et j'adore. Alors oui, c'est filoche à mort, c'est vraiment relou à coudre. Mais la Reina, à l'intérieur, en fait, ici, là, donc vous avez une pièce qui vient là, comme une chemise homme, et donc c'est le montage burrito ou fourreau. Donc en fait, là, c'est doublé sur l'endroit, hein. Voilà. On ne voit rien. Donc c'est doublé, et il n'y a ici, là, ici et ici, il n'y a aucune couture apparente. Donc ce genre de biais qui brise, ça gratte énormément, mais avec ce montage là ça ne pose aucun problème. Je ne l'ai jamais contre la peau, et même ici en fait je ne l'ai pas. Le petit col qui tombe à la perfection, j'adore tellement ce col et cette encolure en V, je suis fan et de ces petites fronces et tout. Hop, je me réinstalle, et donc je pense pour la prochaine, ce que je vais donc faire en Liberty Wildshire Mimosa, et dans un ou deux autres tissus je pense, je vais juste recreuser légèrement l'encolure parce que soyons un peu sexy, enfin un peu hein, limite, mais je pourrais la recreuser en fait comme elle se superpose, elle devrait être en fin de compte, elle devrait être comme ça, un peu plus ouverte, donc je vais juste la recreuser légèrement. D'ailleurs en parlant d'encolure sexy, j'ai coupé et cousu une Sun qu'il faut que je vous montre en photo, que je vous présenterai au prochain podcast, avec mon ajustement des 3 cm et en faisant l'encolure très sexy. Et là j'ai une encolure vraiment très sexy. Parce que j'avais pas du tout sur l'autre, parce qu'en fait elle basculait en arrière tout le temps. Donc l'encolure, le décolleté se retrouvait là. Et là, en enlevant mes 3 cm devant, le décolleté il se retrouve là, c'est vraiment... Et là, limite, je fais exprès de la rebasculer en arrière, parce que c'est trop sexy. Mais en même temps, on s'en fiche, c'est l'été, et puis hop, si les gens sont pas contents de voir des seins, des seins. Le début des seins, tant pis pour eux. Voilà, donc là c'est ma Reina en tissu, je vais en coudre d'autres, c'est rapide à faire. Enfin, rapide, on se comprend. J'ai mis même pas 2 jours en fait, j'ai mis moins de 24 heures. Coupe du tissu incluse. Mon mari il a halluciné. D'habitude je fais toujours des trucs compliqués, longs, je fais beaucoup d'ajustements, de trucs, je mets des jours et ça traîne. Et il a pas compris. Un jour je coupais le tissu et le lendemain je l'apportais. Il dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis bah en vrai la couture ça peut aller vite. La Sun là dont je vous ai parlé, je l'ai cousue en un après-midi. Ça c'est un petit peu plus long parce qu'il y a le col, j'ai rajouté ça qui demande un peu plus de travail, mais ça va vite. J'ai aussi cousu une pivoine de Delphine et Maurice 7 avec en Liberty, avec un jour échelle ici, canon, je vous la montrerai la prochaine fois. Il me paraît, j'ai mis moins de 24 heures, mais ça va vite en fait, la couture, c'est pas du tricot. Voilà. Voilà tout, j'ai beaucoup parlé, j'avais très envie de revenir vous voir depuis 1 mois et puis je n'ai jamais pris le temps et je ne me suis jamais offert l'occasion de le faire. Mais en fin de compte je le ferai même si j'ai pas tout, même si c'est brouillon, même s'il me manque plein de choses, bah c'est pas grave, c'est déjà un point à l'instant T. Écoutez, je vous souhaite une bonne continuation d'été et puis j'espère revenir très vite, peut-être avant qu'on parte en vacances, on part le 7 août. En Bretagne, j'espère revenir avant avec toutes les choses dont je ne vous ai pas montré, donc ce sera de la couture et un petit peu de broderie. Par contre en tricot je n'ai rien de plus, si peut-être que j'aurai un nouveau projet en cours quand je me serai décidée. Allez, salut, bonne fin de journée, bonne nuit, bonne tout ce que vous voulez et bon été.